Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Après avoir marché sur des barres en hauteur, franchi des obstacles divers et savouré un délicieux repas paléo, j'ai partagé une discussion passionnante au sujet du mouvement naturel avec Hugo Collin. Il a inventé la méthode Wolf Movement qui vise à développer toutes les qualités et habilités physiques pour faire de nous des Tarzans des temps modernes, capables de nous adapter à toute forme de contexte. Ramper, sauter, escalader, mais aussi chuter, combattre, survivre et secourir. Mais le mouvement n'est jamais déconnecté de l'amusement, et la notion de jeu est centrale dans sa pédagogie. Comme il le dit très justement, on n'arrête pas de jouer parce qu'on vieillit, mais on vieillit parce qu'on arrête de jouer. Une idée à méditer dans nos vies devenues bien trop sérieuses. Nous parlerons aussi du confort moderne, qui même s'il a ses avantages, nous pousse à en faire toujours moins. De l'alimentation paléo, qui se rapproche de celle de nos ancêtres, et enfin, de l'importance de se reconnecter à la nature. Une bien belle conversation à savourer sans plus attendre. Salut Hugo. Salut. Écoute, je te remercie de me recevoir ici dans les locaux de Wolf Movement. J'ai pu tester une petite séance avec tes élèves, dirigée par tes bons conseils, et puis goûter les délicieux plats d'Amandine qui fait de la cuisine paléo. Donc je suis très heureux d'avoir partagé cette petite matinée avec vous. Avant qu'on rentre un petit peu dans tout le détail de la méthodologie, du paléo, etc., j'aimerais bien que tu me dises un petit peu ce qui t'a donné envie de t'intéresser au potentiel humain. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de chercher comment est-ce que tu pourrais aider les gens à mieux vivre, à être plus efficaces dans leur quotidien ? Je pense qu'il y a une partie d'inné pour ça. Ça a toujours été une sorte de passion de transmettre ce que je pouvais. Je me suis très vite investi dans les sports que je faisais pour essayer, par exemple dans le tennis, de donner un coup de main aux enseignants du tennis de l'école de tennis. À 12-13 ans, j'étais déjà avec les plus petits que moi à essayer de donner des cours avec les profs du club. Et puis petit à petit, j'ai pris, tu vois, un petit peu le leadership sur l'école, toujours sous la supervision des plus expérimentés que moi. Mais je pense que ça a toujours été instinctif. Et j'ai toujours été fasciné, voilà, quand je voyais les films sur Tarzan, les films sur les gens dans la nature, les sportifs qui étaient capables de faire plein de choses à la fois. Ça a toujours été une sorte de passion, les super-héros, Batman, tous ces gens-là, où je me suis toujours dit, ou ces personnages-là plutôt, je me suis toujours dit, c'est fantastique d'aller chercher à être des personnes ou des personnages les plus complets possibles. Donc, je saurais pas expliquer pourquoi. Je sens que c'est instinctif chez moi de rechercher à augmenter notre potentiel et à l'optimiser le plus possible. Et alors, comment est-ce que tu penses qu'on devient un sportif justement hyper polyvalent comme ça ? Tu vois, on parlait un petit peu avant de ce fameux Slim avec qui j'ai enregistré un épisode. Et lui, dans sa philosophie de vie, c'est tu pratiques une activité pendant 5 ans à fond et puis ensuite tu passes à une autre. Et en fait, c'est un généraliste, c'est une succession de spécialistes. Est-ce que tu es dans cette logique-là ou est-ce que toi, tu penses qu'au contraire, tu peux varier les différents sports, adresser les différentes compétences physiques que sont la force, l'agilité, le cardio, etc. au sein de séances au cours de la semaine, au cours de l'année et ainsi être polyvalent ? Je pense que ça dépend déjà de l'étape à laquelle tu commences ce processus-là. Pour moi, en règle générale, voilà, il faut une base de mouvement large et c'est pyramidal, quoi. Plus tu as une base large de mouvement complète, plus tu vas pouvoir augmenter et faire une pyramide haute qui va tenir dans le temps. Et donc quand tu commences jeune, tu peux aller un peu tâtonner à droite, à gauche pour voir ce qui te plaît. Tu peux pratiquer plusieurs activités en même temps parce que ta vie est faite comme ça, tu as du temps pour ça. Et donc, je pense que quand tu le prends jeune, tu peux commencer comme ça. Au fur et à mesure que tu avances dans la vie et donc que tu as des contraintes qui viennent s'ajouter sur ton temps libre, tu vas peut-être agir différemment et tu es aussi
différent toi-même parce que tu pars pas avec la même base. Tu as déjà un vécu, tu as déjà potentiellement des blessures, des peurs qui se sont créées, des peurs de te faire mal ou par exemple des peurs de ce que de ce que vont penser les autres, tu regardes les autres, etc. Et donc, je pense vraiment que tu peux aussi aller plus tard agir comme ça et vers cette optimisation de potentiel et en travaillant une base, en revenant un peu comme quand tu étais enfant, mais en étant un peu plus spécialiste déjà. Tu vois, tu vas travailler beaucoup plus sur... nous, tout à l'heure, par exemple, on a fait des franchissements ou de l'équilibre. Travailler ce pôle-là un peu plus que les autres. Quand tu as acquis une certaine compétence là-dessus, aller chercher une autre compétence. Et là, on se rapproche un petit peu plus de la façon dont pense Slim. Mais je pense que quand tu es enfant, tu n'as pas besoin d'être un spécialiste et de faire à fond. Tu peux aller chercher de manière beaucoup plus diffuse les choses. Ça va fonctionner aussi bien et tu vas te spécialiser au fur et à mesure que tu avances dans l'âge. Donc là, par exemple, les franchissements et l'équilibre, etc., qu'on a fait ce matin, tu vas avoir tendance à le reproduire pendant quelques semaines jusqu'à atteindre un certain niveau. Et puis après, tu vas passer à une autre compétence et puis peut-être de temps en temps les mixer ensemble pour maintenir tes acquis. On peut dire ça comme ça. L'idée, c'est que dans un bloc, on va dire d'un mois, par exemple, prenons cette référence d'un mois, je veux qu'il y ait toujours de tout, un peu de tout, mais avec une dominante. Là, en ce moment, on a un thème qui est le franchissement et l'équilibre. On met une dominante là-dessus. Mais ça ne nous empêche pas de travailler les habiletés d'escalade, les habiletés de déplacement au sol, de soulever, de porter, etc. C'est vraiment des curseurs. Et le curseur, il est un peu plus élevé sur ces deux-là. Et je dis un mois, mais c'est en ce moment, par exemple, on a commencé ce thème il y a une semaine. Je sais pas combien de temps il va durer. Je vais le faire perdurer jusqu'au moment où j'aurai atteint ce que je veux pour chacune des personnes dont je m'occupe. Mais c'est tout l'objet de la planification. Les gens parlent souvent de programmation. Moi, je préfère l'idée de planification. C'est tu as un objectif que tu vas atteindre. Tu estimes qu'il va te falloir tant de temps, mais en fait, tu es en permanence en train d'adapter ça à ce qui se passe, à la réalité. Tu peux pas prédire ce qui va se passer, l'avenir, etc. Donc, il faut t'adapter en permanence. Donc, ce sont des dominantes. J'utilise des dominantes, mais avec en permanence l'idée de revenir à tout le reste. Je sacrifie jamais à 100% une habilité. Il y en a toujours un petit peu qui traîne quelque part, sous une forme ou sous une autre. Et tu prenais l'image de la pyramide, et notamment de la base de la pyramide. Qu'est-ce qu'il y a sur cette base, et comment est-ce que tu l'adresses avec des personnes potentiellement qui ont peut-être pas un gros passif sportif? Là, tu parlais, quand tu commences tôt le sport, tu peux un peu toucher à tout. Si tu t'adresses à des personnes adultes qui n'ont pas ce bagage-là, comment est-ce que tu crées ces fondations, tu crées cette base de la pyramide? Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a les compétences, les qualités physiques, on va appeler ça. Tu parlais tout à l'heure de force, de vitesse, d'endurance, d'explosivité, etc. Et puis, il y a les compétences plus typées habilité. Compétences de mouvement, et là moi je les utilise, mais d'autres dans d'autres méthodes l'ont aussi classifié comme ça, ou avec quelques différences. Ça va plutôt être des habiletés générales d'être humain: ramper, se déplacer au sol, grimper, soulever, porter, lancer, attraper. Donc dans chacune de ces habilités là, il y a toutes les qualités physiques. Donc déjà, ce sont deux choses qui sont séparées. Souvent, tu vois, il y a un petit mélange qui se fait. On dira oui, tu as des qualités physiques de déplacement au sol. Non, pour moi, ce sont vraiment deux choses différentes. Et il y en a qui sont un peu plus importantes que d'autres. Moi, j'aime partir par exemple, sur les habilités, j'aime partir du sol. C'est notre base, c'est comme une maison, une fondation solide en premier, puis après tu vas vers les hauteurs. Et comme un arbre, comme à peu près tout ce qui arrive dans la nature, il nous faut des fondations, des racines solides. Et donc, sur ces habilités-là, je vais faire travailler, par exemple, en premier, donc tout ce qui est déplacement au sol, puis l'équilibre. Ensuite, on va peut-être commencer à soulever, et ensuite aller vers du franchissement un petit peu plus haut pour finir vers l'escalade. Si on le fait grossièrement, ça va ressembler à ça. Et du côté des qualités physiques, je vais par exemple mettre l'équilibre à la base de tout. Parce que l'équilibre, tu vas la retrouver dans toutes les autres qualités physiques. Tu peux guère développer de la force si tu n'as pas un bon équilibre, par exemple, ou de la vitesse ou de l'endurance si tu n'as pas un bon équilibre. Donc, j'ai mes priorités. Et par exemple, l'équilibre, c'est à la fois une qualité physique et en tout cas dans la méthode Wolf, c'est aussi une habilité. Tu vois, tout à l'heure, on a travaillé l'équilibre en tant qu'habilité qui fait appel à l'équilibre en tant que qualité physique. Donc voilà où sont mes bases, mes priorités. Et puis au fur et à mesure, on essaye
de rendre l'édifice, on va dire, le plus parfait possible. Donc, une fois que l'équilibre est bien réglé, on revient continuellement dessus, mais avec des niveaux de complexité, d'intensité, de fréquence, de spécificité aussi qui sont de plus en plus élevés. Voilà, donc le dernier étage de la pyramide, c'est probablement aller faire du saut en parachute ou faire l'ascension d'un 4000 mètres, si on garde cette image de partir du sol et puis de remonter de plus en plus. Ouais, c'est une assez bonne image. Alors, à la version Wolf, ça serait encore mieux si tu arrives à faire ton ascension avec très peu d'équipement, avec une ascension difficile qui fait pas seulement appel à des qualités d'endurance, qualités physiques d'endurance et de résistance, et puis à la marche en tant qu'habilité ou peut-être potentiellement la course, mais j'imagine assez ça, voilà, gravir une montagne avec des pierriers, avec un moment une forêt dans laquelle on peut pas évoluer aussi facilement que sur un terrain qui serait propre avec un petit sentier, un petit single sympa, et puis voilà, pourquoi pas une traversée de rivière ou d'un petit torrent, voilà, là ça serait le truc qui serait assez représentatif du sommet de la pyramide, à la fois en tant que qualité, la pyramide des qualités physiques et la pyramide des habiletés motrices. Ouais. Donc en fait, l'objectif ultime, ça serait d'adresser l'activité physique dans la nature avec des agrès qui soient 100% naturels, savoir escalader un arbre, porter des pierres lourdes, nager, courir, sauter, se battre peut-être, chasser, je sais pas. Eh ben, tu l'as dit différemment. Moi, j'aime dire ça en me disant, je veux être le plus complet possible pour être capable d'effectuer une vie pratique, toutes les choses qui sont pratiques dans la vie. Si j'avais pas tout le confort moderne qui est autour de moi, dont je me satisfais, mais disons que si demain je n'avais pas tout ce confort-là, est-ce que je suis capable de m'adapter à ces choses, ces éléments qui sont pratiques? Voilà. Et effectivement, si on donne des exemples, ça peut être ça, la chasse, ça peut être se mettre en sécurité. C'est quand même une des priorités pour l'être humain d'assurer sa sécurité. Donc ça peut être aussi se défendre. Il y a une partie défense dans Wolf Movement. Donc nous on l'a appelé Wolf Combat pour le coup, mais c'est des habilités dont sur lesquelles on travaille, une idée vers laquelle on travaille. Ça peut être se nourrir aussi, on parlait de chasse, mais ça peut être cueillir, ça peut être capable de couvrir des grandes distances pour diverses raisons, besoin de rapprocher ou d'atteindre un point ou de retrouver quelqu'un, ou voilà, ça peut être aussi ces qualités-là. Donc au-delà des exemples, c'est vraiment être capable d'être le plus adaptable possible à tous les contextes possibles. C'est marrant parce que justement, j'ai lu il y a pas longtemps Sapiens de Harari, je sais pas si tu l'as déjà lu, oui. Et vers la fin du livre, il conclut en disant qu'on a toujours notre cerveau de chasseur-cueilleur depuis la révolution agricole, c'est-à-dire il y a 10 ou 12 000 ans. Biologiquement, on n'a pas eu le temps d'évoluer. Et donc, en réalité, tu vois, le bonheur et puis tout le fonctionnement qu'on a lorsqu'on va chasser un mammouth, on va passer des jours à le poursuivre, donc à faire de l'endurance sur le long cours, etc. Et puis réussir à le tuer et à le manger. Et le bonheur que ça procure, l'épanouissement que ça procure à l'esprit humain, c'est difficile de le retrouver avec des petits shots de dopamine quand tu regardes des vidéos sur TikTok, tu vois. Et qu'il y a une espèce de dissonance entre le fonctionnement biologique et physiologique de notre corps et la façon dont on l'adresse dans notre monde moderne. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Pour moi, tu as tout dit avec cette phrase-là, et c'est pour ça que j'avais aussi bien aimé le passage et même le livre en règle générale. C'est exactement ça, c'est la même chose pour le côté nutrition, c'est la même, et donc pour le mouvement aussi, c'est qu'on n'a pas évolué génétiquement parlant depuis cette époque-là. Et en revanche, tout le monde autour de nous, lui, il a évolué. Donc il y a une sorte de dissonance effectivement entre les millions d'années d'évolution pendant lesquelles on a à peu près fonctionné de la même manière, à peu près, les spécialistes de l'espèce humaine nous diront qu'il y a des changements primordiaux, et c'est vrai, mais globalement on a évolué de la même manière, au regard des 10-12 000 ans qu'on vient de vivre là. Et ça s'accélère. C'est vraiment une courbe qui s'accélère. Il y a eu le gros changement de l'agriculture. Et donc, avec l'agriculture, on est passé d'un mode nomade à un mode sédentaire. Et donc, au début, il y avait toujours une grosse dépense physique, etc. Parce que l'agriculture, elle demande, quand il n'y a pas tous les outils qu'on a modernes, elle demande énormément, une débauche d'énergie énorme. Mais au fur et à mesure qu'on se rapproche de notre époque actuelle, ça s'accélère. On en fait de moins en moins et on est de plus en plus équipé pour en faire de moins en moins.
Et si on regarde, c'est à partir de là que les gros problèmes arrivent. Alors certes, il y avait des gros problèmes avant aussi. Hein. On avait un monde qui était beaucoup plus hostile que celui dans lequel on vit aujourd'hui, rien que vis-à-vis des animaux sauvages et l'espèce humaine entre elles aussi certainement. Mais aujourd'hui, c'est plus insidieux. Effectivement, on risque moins de se faire attaquer par un animal sauvage dehors. Par contre, on voit pas tous les dangers qui nous guettent. On parle souvent des problèmes, les maux de dos, on parle des maladies auto-immunes, on parle de l'obésité, on parle du diabète, on parle de tout ça. Ça fait des ravages. C'est terrible. Mais comme on est capable, grâce à la médecine moderne, de vivre quand même plus longtemps, on s'en satisfait. Après, voilà, libre à chacun de choisir sa vie, vivre longtemps en santé médiocre ou vivre peut-être moins longtemps à l'époque avec une meilleure santé, avec les risques que ça comprend. Moi, j'aime bien mélanger les deux mondes. J'aime me dire qu'en agissant de manière plus naturelle, avec ce qu'on est capable d'utiliser aujourd'hui comme technologie, je peux avoir à la fois une vie longue et en bonne santé. C'est à peu près ce qu'on recherche, ce qu'on devrait en tout cas, je pense, rechercher tous. Et donc voilà vers quoi on se tourne. Donc ouais, effectivement, Sapiens, ça m'avait parlé pour ça. Ouais, je suis totalement en phase avec toi. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que le docteur Mouton, que j'avais reçu aussi sur ce podcast, disait. En fait, avec les médicaments, la médecine allopathique, c'est comme si tu frappais avec un marteau sur le signal d'alerte de ta voiture, et plutôt que d'aller en régler la cause, t'en masques les symptômes. Et d'ailleurs, tu disais que le monde des chasseurs-cueilleurs était beaucoup plus hostile. Et c'est vrai, mais du coup, je pense qu'on avait des vraies sources de stress, tu vois, des sources de stress intenses et réelles, mais tangibles. Et qu'ils étaient du coup beaucoup moins dans le stress chronique, c'est-à-dire plein de petites doses de stress qui viennent s'ajouter les unes aux autres et qui viennent te parasiter la tête toute la journée et qui t'empêchent de vivre l'expérience entre guillemets pure du moment présent, parce que t'es toujours en train de penser aux 1000 petits problèmes, à la facture que t'as pas payée, à tes impôts, à ta fille que tu dois faire garder, à ceci, à cela, à ton boulot, à ta voiture qu'il faut que t'ailles faire réparer. Et du coup, t'as le cerveau qui est sans cesse parasité et on a l'impression que du coup, tu te déconnectes de plus en plus justement à la vie elle-même en fait. Tout à fait. C'est tout à l'heure, avant d'enregistrer, on évoquait Mike Horn, par exemple. Effectivement, il se confronte, par exemple, quand il est en exploration, il se confronte à des choses extrêmement dangereuses et donc à des sources de stress énormes. Mais on est aussi, en tant qu'être humain, une machine faite pour absorber ça. On a nos systèmes nerveux, etc., notre gestion du stress, etc. Elle est faite pour absorber ça et en retirer quelque chose de positif. Sauf qu'effectivement, on est plus câblé, génétiquement parlant, pour du stress, comme on l'évoquait, comme Mike Horn, lui, peut toujours ou les autres explorateurs peuvent toujours le ressentir, ou tu parlais d'être confronté à un animal sauvage, ou la chasse au mammouth, ou la chasse tout court. On est plus câblé pour ce type de stress-là que pour le stress type je suis dans les bouchons, je suis en retard pour aller chercher mes enfants à l'école et j'ai pas rendu la facture et j'ai pas rendu le dossier au patron et je vais pas être augmenté et mon voisin, lui, il a l'air plus verte que chez moi, etc., etc., etc. Et c'est là où je trouve que c'est important de venir se reconnecter à ce pourquoi en effet. Et ça, je reprends aussi un petit peu ton propos de la question précédente. On est fait pour ça, on est fait pour bouger. On a un cerveau, contrairement à d'autres êtres vivants, on a un cerveau, il est fait pour le mouvement. Les végétaux sont vivants aussi, mais ils n'ont pas de cerveau, ils bougent pas. Alors il y a peut-être des exceptions, je suis pas un spécialiste de ce monde-là, mais globalement, on peut le résumer comme ça. Et on se nourrit de ça. On peut en trouver des tonnes, des études qui te montrent que quand tu bouges, derrière, tu as des bienfaits pour ton cerveau. Quand tu es en contact avec la nature, tu as aussi des bienfaits pour le cerveau. Et donc, si tu bouges et qu'en plus tu es en nature, tu as certainement encore plus de bienfaits pour ton cerveau, pour ton corps, pour ton bien-être en général. Ouais, j'en suis convaincu. Et tu citais Mike Horn tout à l'heure. Je l'ai peut-être déjà raconté sur ce podcast, mais c'est parce que c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué. Il y a quelques semaines, je te le disais tout à l'heure, j'ai fait un 4000 mètres et enfin deux en fait, un premier le premier jour et puis un deuxième le second. Et le deuxième jour justement, on marchait sur une crête, donc tu vois tout en haut, avec le précipice des deux côtés. Donc tu vois, ça faisait vraiment un triangle comme ça et vraiment le vide des deux côtés. Et la crête, elle faisait 30 cm de large. Donc il y avait rien de techniquement
difficile, mais tu savais que la moindre erreur, si ton crampon il se prend par exemple dans le bas de ton pantalon, tu tombes, tu meurs. Et vraiment, tu as cette conscience accrue du risque, du danger, ça te propulse dans l'instant présent, mais d'une puissance phénoménale. Après ces 5-10 minutes de marche, tu arrives de l'autre côté, tu as toute la pression qui redescend, plus la beauté du paysage, donc tu as envie de pleurer, t'as tout simplement envie de pleurer. Et là, tu prends conscience que justement, toutes ces questions de factures, de voitures, etc., elles ont en réalité aucune importance. Et donc, le fait d'avoir un référentiel de ce qu'est vraiment le stress, eh ben, pour tout le reste de ta vie, ou peut-être pas pour tout le reste de la vie, parce que je pense qu'il faut des rappels quand même réguliers, mais en tout cas, pour les quelques semaines qui suivent, ça te permet de te rendre compte que ce que tu prenais comme des sources de stress ou d'anxiété en sont en réalité pas, tu vois. Ça donne un autre référentiel. Tout à fait, tu relativises. Exactement. C'est exactement ça, tu relativises. Et c'est pour ça que pour moi, c'est primordial. Là, on a un temps donné, hein, on vit un temps donné. C'est pour ça que pour moi, c'est primordial d'aller chercher ce qu'est la vraie vie, si on peut le dire comme ça, en se confrontant pas forcément à du danger, mais du moins à du risque. Il y a vraiment cette différence. Tu peux très bien avoir beaucoup de risques, mais très peu de dangers. Et rien que là, déjà, tu vas créer ce phénomène de stress qui est, comme tu disais, qui est tellement spécifique et tellement spécial et beau, quoi. C'est ce que tu disais. T'en viens à pleurer derrière, alors que tu viens simplement, a priori, marcher. Mais tu as été confronté à quelque chose qui a ce pouvoir de nous rappeler qu'on est capable de beaucoup, mais qu'en même temps, tout peut s'arrêter vite. Et je trouve que le mouvement et le fait de vivre pleinement avec toutes les possibilités que notre corps et notre cerveau nous offrent, ça nous rapproche de ce sentiment-là. Et puis en plus, cette capacité justement de faire beaucoup, même si on n'en est pas toujours conscient, j'aime bien aussi, tu vois, toujours dans cette métaphore, dans cette expérience qui peut être une métaphore, c'est le fait que, tu vois, la crête au début, tu la vois, t'as peur de la traverser, mais tu te rends compte qu'en mettant un pied devant l'autre, tu y arrives. Et donc vraiment cette logique de step by step, tu vois, tu peux voir l'objectif qui est très loin, qui semble inaccessible en réalité, mais en fait il suffit juste de mettre un pied devant l'autre, et en mettant un pied devant l'autre, si tu le découpes en petites étapes, eh ben tout est réalisable, tout est possible, quoi. Tout à fait. Et c'est quelque chose qu'on arrive à retranscrire ici, tu vois, dans la salle. Tu as vu tout à l'heure les poutres d'équilibre. Alors nous, on avait un niveau à peu près hauteur de hanche. On peut monter à 2 mètres, 3 mètres de hauteur comme ça. Et tu arrives à retrouver ça. Et alors, pour les athlètes ou les gens qui sont entraînés, on va se mettre à 3 mètres. Mais même pour des gens qui, comme tu disais tout à l'heure, n'ont pas forcément la base sportive, n'ont jamais, n'ont pas de grosses conditions physiques et n'ont pas de grosses qualités de mouvement. Et alors, pour diverses raisons, hein, et sans aucun jugement, mais qui arrivent là et qui doivent marcher, si ce n'est que sur une poutre à 1 mètre de haut, on voit à quel point on peut les mettre dans une situation de stress intense, et on voit le jour où elles arrivent, ces personnes-là, à franchir, hein, les poutres, elles font 2,50 m de longueur, 2,50 m, on retrouve ça. J'ai déjà vu ici plein de gens pleurer, avoir, tu sais, la tremblote, tellement il y a une décharge forte hormonale juste après cette réussite, et la fierté qui en ressort, et la confiance que ces personnes peuvent acquérir et qu'elles peuvent après retranscrire dans leur vie de tous les jours. Et en fait, c'est ça, c'est que ça les remet en face de, finalement, on est capable de beaucoup. On est capable de beaucoup, il faut juste ne pas l'oublier et s'y confronter un petit peu, plutôt que de rester dans son confort. Non, mais c'est vrai, c'est un super outil. J'ai découvert ça effectivement ce matin, et c'est vrai que naturellement, même pour les franchissements, quand tu dois sauter, te jeter en avant, eh ben, t'as une sorte de réflexe qui te préserve de le faire justement. Et donc tu dois apprendre à détendre, à te lâcher, et même si c'est pas très haut, tu rentres dans cet état justement de concentration, de connexion avec ton corps. Et ouais, non, c'est un outil très intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça, des outils que tu trouves intéressants justement pour se confronter à l'inconfort, tout en se reconnectant un peu à nos instincts primaires et naturels? Des outils comme l'équilibre dont je parlais précédemment, ouais. En tout cas, des outils que tu utilises avec tes élèves pour les aider justement à avoir une meilleure expérience de vie, outre le fait d'avoir des mouvements qui soient transférables dans leur quotidien. Là, je parle plus dans la logique de leur permettre de comprendre qu'ils sont capables de beaucoup, et que ce qu'ils considèrent comme des limitations en sont pas vraiment. Oui, bien sûr. Tu le sais, puisque sur le podcast, tu as déjà invité des gens qui en parlent. Mais par exemple, l'exposition au froid, ça en fait partie. J'aime emmener les gens dans un milieu qui même si on peut être assez à l'aise dedans, reste quand même
on reste des invités, c'est l'eau. Dans l'eau, il y a des gens qui sont à l'aise, qui nagent bien, qui n'ont pas forcément d'appréhension. Mais même ces gens-là restent des invités. On peut y aller en tant qu'être humain, mais on n'est pas des poissons. Okay, c'est un peu bidon comme image, mais c'est le cas. On reste des invités, il y a énormément de dangers. Et beaucoup de gens ont peur. Tu sais, c'est une des peurs principales des gens, la noyade, l'eau en règle générale. Donc j'aime aussi utiliser cet outil-là, emmener les gens en mer, et tu te rends compte qu'à 2 mètres de la plage, ça va, à 20 mètres, ils sont moins à l'aise, et quand tu prends le bateau, même s'il n'y a pas beaucoup plus de fond, mais tu te mets à 100 mètres du bord ou à 200, 300 mètres, les réactions sont extrêmes. C'est fou, quoi. Tu vois des gens, pareil, pleurer dans l'eau, se mettre à faire des crises de panique, et être capable de se confronter à ça et de sentir que si on a suffisamment confiance dans ses capacités et aussi donc ces compétences-là, on va réussir à s'en sortir, et très bien. En tout cas, on peut être capable de s'en sortir très bien. Donc, c'est un outil que j'aime bien utiliser aussi. En règle générale, voilà, ce sont des outils-là. Après, toutes les habilités servent leur fin. La hauteur, ça va fonctionner, mais le sol, par exemple, qui est pour moi sous-exploité, est un superbe outil pour ça aussi. Tu sais, dans notre société moderne, tomber au sol, être à terre, tu vois, c'est des expressions qu'on utilise, mais c'est pas pour rien. Et on parle d'un sportif, il est à terre. Là, c'est être en dessous, c'est être dominé, c'est être faible. Alors que non, le sol, ça doit être confortable. On doit être heureux d'être par terre. Notre force, l'application de la force, elle est possible parce qu'on est justement en contact avec le sol. En apesanteur, on n'applique pas les mêmes forces. Et il y a énormément de possibilités. Et chuter, ça peut aussi être simplement une prise d'élan. Ça peut être un moyen d'aller plus loin. Ça peut être aussi un moyen de passer à un endroit où on n'aurait pas pu passer autrement. Donc le sol est un outil formidable aussi. J'apprends beaucoup aux gens à chuter, par exemple. C'est vraiment quelque chose de primordial. Et même indépendamment de la chute, c'est vrai qu'on l'utilise très peu, ne serait-ce que parce qu'on a des chaises, des canapés partout, qu'on n'a pas envie de salir ou d'abîmer nos vêtements. Donc en fait, on n'y va jamais. C'est rare les gens, tu vois, qui vont manger en squat profond ou qui vont se déplacer en quadrupédie. Oui, bien sûr. Mais on prenait l'image de la maison tout à l'heure. Personne n'imagine sa maison sans fondation. A priori, les fondations, elles tiennent sur quelque chose, donc le sol. Par contre, pour nous, on est beaucoup moins lucide. Nous, ça nous dérange pas de pas avoir ces fondations, cette capacité à être en aisance avec le sol. Tu vois, ça c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, et ça m'a toujours titillé, me dire tiens, pourquoi et surtout comment, c'est plutôt le comment qui m'intéresse, comment est-ce qu'on peut redonner cette envie aux gens de passer du temps par terre. Jouer avec les enfants, ça peut être un énorme moyen, un outil formidable pour le faire. Et donc ici, forcément, il n'y a pas les enfants, mais les gens passent un quart d'heure minimum par séance, et encore, c'est vraiment les séances où on en passe le moins, mais un quart d'heure minimum à être collé par terre, quoi. C'est primordial. Ouais, j'allais dire, le fait d'avoir des enfants, ça t'aide à passer beaucoup plus de temps par terre, en tout cas tant qu'ils marchent pas. Moi du coup, je me mets souvent en squat profond où je rampe, je marche à 4 pattes, etc. avec ma petite fille de 11 mois. Et c'est clair que je redécouvre aussi d'ailleurs le sol et puis ma maison sous l'angle de cette hauteur-là qui est aussi intéressante parce qu'elle est complètement, t'as une vision complètement différente du monde. Et moi, c'est l'inverse, c'est que ça me donne une excuse, si tu veux, pour pas être regardé bizarrement par les gens qui ne sont pas initiés. Tu dis, attends, je suis en train de jouer avec le petit, c'est normal. Mais non, blague à part, c'est vrai. Et je pense que beaucoup de gens ont de nouveau redécouvert le sol grâce au moment où ils sont devenus parents. Et aussi, il y a malheureusement beaucoup qui se contentent de laisser les enfants par terre ou dans comme on appelle ça, tu sais, les trotteurs, les yukala, etc. Encore une fois, sans jugement, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance ou la possibilité de le redécouvrir. Et moi, c'est vrai que je trouve ça dommage. Tu peux porter un jugement. Il y a déjà 2 ou 3 invités, en tout cas 2, c'est sûr, Sébastien Zimmer et Mathieu Boulet, qui ont assassiné les trotteurs en disant que c'était un drame pour l'apprentissage des patrons moteurs, des réflexes archaïques, et que ça pouvait avoir des conséquences sur la posture et la performance pour tout le reste de la vie de l'enfant. Surtout, ce que je veux pas, c'est culpabiliser les gens. Ce que je m'applique à faire au quotidien avec tous les gens que j'entraîne, c'est de jamais les culpabiliser, les faire prendre conscience qu'il y a certainement des moyens et des voies meilleures. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir des podcasts avec à écouter,
Si, tout le monde peut écouter un podcast. Voilà, t'as juste à leur donner l'adresse. Voilà, il y a qu'à leur donner l'adresse, mais disons que rien que l'éducation. Je mettrai une petite affiche devant l'entrée de chez toi. On mettra sur l'écran, pas de souci. Je t'offrirai une casquette. Et du coup, toi, quand tu vas au cinéma, tu m'as dit avant que tu avais un abonnement au cinéma, tu t'assois sur les fauteuils du cinéma ou bien t'es assis en tailleur à l'arrière de la salle? Ouais, c'est toujours le petit choix, on va dire, social à faire. Est-ce que je fais 100% ce en quoi je crois? Est-ce que je le fais pas du tout parce que je suis pas prêt à me confronter à ça? Ou est-ce que je trouve un juste milieu et que je m'adapte à la situation? Et comme tu l'as compris là, c'est que pour moi tout est une histoire d'adaptation et donc je vais regarder. C'est-à-dire que s'il y a personne autour de moi là et que ça n'incommode personne, je vais me mettre par terre dans l'escalier, assis en tailleur. Si le ciné est bondé et que je juge que ça va être mieux d'être assis comme tout le monde dans mon fauteuil, je vais le faire. Mais j'ai une petite préférence pour me mettre en tailleur, effectivement, ou même dans mon siège à moi, être en tailleur, décoller un peu le dos du siège. Voilà. Du coup, chez toi, il n'y a pas de canapé? On a un canapé, mais on l'utilise pas beaucoup. C'est pour les invités. On a des tables basses pour manger, on mange par terre, cool. Effectivement. Super. Tailleur. Et justement, est-ce que tu as des petits outils, des petits conseils que tu donnes peut-être à tes adhérents pour les aider à remettre un petit peu de mouvement dans leur vie de bureau classique, rajouter un petit peu de connexion à la nature aussi, peut-être un peu de travail au sol. Comment est-ce que tout ça peut s'articuler dans une vie traditionnelle, on va dire, où tu passes le plus clair de ta journée devant un ordinateur, où tu es enfermé dans une boîte du coup toute la journée, dans ta voiture aussi, etc. Ouais. Alors, par exemple, tu vois, on parlait tout à l'heure de la méthodologie MoveNat et je te parlais de Jérôme Ratoni, qui est un ami et qui parle beaucoup de movement snacks. Tu vois, c'est comme le snack, c'est l'idée d'avoir un petit encas en français. C'est pas faire un entraînement, c'est simplement venir remettre un petit peu de mouvement. Alors nous, on utilise aussi ce terme-là ou Up Move pour les opportunités de mouvement. Mais c'est le même principe. L'idée, c'est de dire que on peut en permanence trouver une opportunité pour bouger sans avoir besoin d'un matériel, sans avoir besoin d'y allouer un temps spécifique. Mais effectivement, donc par exemple, j'en ai concret. Quand je me brosse les dents, je vais faire soit un squat profond. C'est pas un point fort chez moi, c'est un point que j'essaye de travailler, donc il faut que je lui accorde plus de temps. Donc je vais faire un squat profond. Ou quand je joue avec mon fils, ça va être pareil. Je vais me mettre un maximum, t'en parlais aussi, en squat. Ou je vais me mettre assis en tailleur, ou je vais me mettre assis sur mes tibias. Et je vais me forcer quand je me remets debout à ne pas utiliser mes mains. Ou quand je vais avoir mon fils dans les bras et que je vais aller récupérer quelque chose au sol, je vais pas poser le petit quelque part, me baisser n'importe comment, me relever. Je vais essayer de me baisser avec lui dans les bras et d'aller récupérer mon objet. Ça m'aura pas pris plus de temps. Certes, ça m'aura pris plus d'énergie, mais ça m'aura aussi apporté beaucoup. Quand je prends le tram, c'est rare, ou les transports en commun, je m'assois pas, je prends la barre, j'essaye de me suspendre un petit peu. Alors, je fais pas forcément des traversées de barres dans le tram, mais rien que utiliser, peut-être au lieu de mettre 100% de mon poids de corps sur mes jambes, je vais peut-être mettre seulement 70% et puis 30% sur mes bras. C'est déjà du temps que j'ai pris en mouvement. Et pareil au bureau, se lever et puis aller se mettre 2 minutes à marcher, à respirer uniquement avec le nez, par exemple soulever un objet lourd à côté. C'est quelque chose que j'ai conseillé à beaucoup de gens ici, c'est amener un objet lourd, un sac avec des bouquins dedans, et plusieurs fois par jour vous mettez une alarme sur le téléphone et toutes les demi-heures, toutes les heures, vous allez vous faire 5-10 soulevés de cet objet lourd là. Ça, c'est des petits moyens et chacun peut l'optimiser. C'est très large et il y a autant de possibilités qu'il y a d'imagination dans la tête des gens. C'est toutes ces petites opportunités de faire du mouvement en plus qui peuvent non seulement t'entretenir, te faire progresser ou alors te mettre dans l'idée de faire plus de mouvement. C'est en fait, peu importe où t'en es dans ton avancée sur l'idée de bouger et l'envie de bouger, ça va servir à tout le monde. Moi, j'en fais énormément. Je passe ma vie à faire des opportunités de mouvement, là, des movement snacks tout le temps. Ouais, moi aussi, je disais souvent que j'utilisais une minuterie Pomodoro
avec un timer à 30 minutes. Alors maintenant, j'avoue, il est plutôt à 45 minutes parce que je voyais que toutes les demi-heures, j'étais un peu trop souvent coupé dans mes phases de deep work. Mais tous les 3/4 d'heure, et du coup, j'ai des élastiques au bureau. Donc parfois, je fais un peu de mobilité avec mes élastiques. Sinon, je m'amuse à faire quelques pompes, quelques squats, un peu de gainage. J'ai une petite planche d'équilibre aussi. Je m'amuse à tenir sur ma planche d'équilibre. Ou alors, quand je vais aller aux toilettes, plutôt que d'aller aux toilettes de mon étage, je descends à l'étage du dessous. Comme ça, je fais une montée, une descente d'escalier. Ou je vais marcher un petit peu dehors. Pendant que mon plat chauffe le midi, par exemple, je vais faire 2-3 pas dehors, ou je vais faire un peu de cohérence cardiaque, ou un peu de mobilité d'épaule. Le soir, pendant que je suis en train de faire à manger, j'ai ma barre de traction qui est à côté, et je me suspends 30 secondes ou une minute pendant que ça cuit. Tu vois, et donc c'est clair, t'ajoutes comme ça des petits snacks de mouvement, comme tu dis. J'aime bien le terme, et ça améliore tout, ta mobilité. De toute façon, on sait que la position assise est hyper délétère, le fait d'être sédentaire. Il y a des gens qui pensent que sous prétexte qu'ils font du sport tous les jours ou 5 fois par semaine, ils sont sportifs. En réalité, tu es considéré comme sédentaire si tu passes, je sais plus de 7 heures, 7 heures assis, quelque chose comme ça. Donc en réalité, s'ils se lèvent pas toutes les demi-heures ou toutes les heures de leur chaise au bureau, eh ben, ils sont sédentaires, et la demi-heure de sport ou l'heure de sport qu'ils font tous les jours, ou même l'heure et demie de sport qu'ils font tous les jours, suffit pas à compenser. D'ailleurs, à cet égard, c'est aussi bien de marcher. D'ailleurs, marcher, tu peux le faire en nature, et j'en viens d'ailleurs à la deuxième partie de la question. Comment est-ce que tu fais pour essayer de plus te reconnecter à la nature? Est-ce que tu te fais des week-ends de rando avec ta famille, de cueillette? Tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait chasser, tu parlais aussi de cueillir des fleurs, des plantes sauvages. Est-ce que tu as une connaissance de ce que tu peux consommer dans la nature? Très petite, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et pour lequel je vais accorder beaucoup plus de temps à l'avenir, et qui intéresse énormément Amélie aussi. Mais j'en suis vraiment au départ sur ça. C'est-à-dire que je sais que je peux manger, évidemment, comme à peu près tout le monde, ce que je peux manger, les choses qui sont habituelles. Les orties, le pissenlit, les trucs comme ça. Voilà, c'est toutes ces bases-là, et bien sûr les petits fruits, framboises, etc. Tout ce qu'on reconnaît facilement. J'avoue que pour le moment, je prends pas beaucoup de risques sur ça. J'en suis pas encore à ce stade-là. C'est quelque chose vers lequel j'aimerais me tourner, toujours dans mon idée d'être le plus complet possible et débrouillard possible. Mais effectivement, comment je me reconnecte à la nature, déjà par le biais de nos nombreux stages. On essaie vraiment d'aller le plus souvent possible dehors. Moi, j'ai un appartement, mais j'y passe tellement peu de temps au final. Quand je sors d'ici, de la salle, etc., où je suis déjà toute la journée debout, même si ça reste un bâtiment, je suis quand même en contact. Ouais, il y a beaucoup de bois ici, j'essaie d'être un maximum quand même dehors. Je rentre chez moi, on va se balader, on est jamais chez nous, on va à la mer, on va à la rivière. Dès qu'on peut avoir un week-end libre, on quitte la ville et on essaye de se rapprocher le plus possible, et c'est le chemin qu'on prendra dans un avenir plus ou moins proche, de se rapprocher vraiment de notre nature, quoi. Et alors, tu as cité Amandine qui gère le restaurant Sauvage. Amélie, du coup. Mais Amélie, ça. Pardon, je suis. Mais ça commence par un A aussi. Donc... C'est ça, c'est presque pareil. Elle nous en voudra pas. Et en plus, elle est à côté, elle nous regarde. Je m'excuserai après l'enregistrement. Mais du coup, pardon. Oui, voilà, c'est un restaurant Sauvage qui dans lequel elle cuisine avec le vitaliseur de Marion d'ailleurs, en vapeur douce, des plats paléo. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus déjà sur la philosophie paléo, et ensuite sur les avantages que cette alimentation peut avoir pour la santé? Alors du coup, on l'a déjà plus ou moins évoqué tout à l'heure avec la partie mouvement, entraînement. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a pendant des millions d'années d'évolution consommé des aliments qu'on chassait ou qu'on cueillait. On était sur ce modèle-là, chasseur-cueilleur. Et d'un coup, donc il y a 10-12 000 ans, on devient agriculteur, et donc éleveur et sédentaire. Et à partir de là, on chasse beaucoup moins puisqu'on élève les animaux, on cueille moins parce que on a nos cultures qui sont là. Et au fur et à mesure, on essaye de rentabiliser ces processus-là pour en arriver aujourd'hui à consommer des choses j'aime pas aller dans l'extrême de ça, mais c'est presque impropre à la consommation. On peut le manger, mais on voit le nombre de problèmes qui sont liés à ça, et maintenant on peut plus l'ignorer, à quel point c'est
c'est fou de manger tous ces produits ultra transformés, industrialisés à n'en plus finir. Et donc, alors qu'on a toujours les mêmes gènes qu'avant ces 10-12 000 ans, là, cette phase où vraiment on change de modèle. Donc l'idée du paléo, c'est non pas, en tout cas de notre idée du paléo, c'est non pas de remanger comme faisaient nos ancêtres. Comme tout à l'heure, je disais, c'est pas le but de bouger comme faisaient nos ancêtres. On n'en sait rien. Et puis le monde, il a évolué. Les pommes d'aujourd'hui, c'est pas les pommes d'il y a plusieurs millions d'années. C'est pas vrai. Mais l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui est le plus adapté pour nous. Qu'est-ce qui a marché pendant ces millions d'années d'évolution et qui, depuis qu'on ne le fait plus, nous pose des problèmes. Donc au-delà d'une liste d'aliments, comme c'était un peu le cas et comme c'était caricaturé au début, je mange que les produits de la chasse, de la cueillette et exactement les produits qu'il y avait avant, c'est de se dire effectivement, je vais manger des produits de qualité. Donc ça passe déjà par des produits qui sont non transformés, bruts. On mange plus aucun produit transformé, si ce n'est, comme je te l'évoquais tout à l'heure, quand on n'a pas le choix et puis que le côté social dont on dépend aussi va prendre le dessus, mais ça reste extrêmement rare. Des produits, bien sûr, donc non transformés et donc ça fait appel au bio directement, avec avec la production la plus raisonnée possible. Des produits locaux, c'est-à-dire des produits, pour moi, c'est un peu aberrant de manger je sais pas, des produits, des poivrons et des tomates en plein hiver, ça ne fait pas de sens. C'est pas quelque chose ça n'a pas de sens, c'est pas quelque chose de naturel. Donc ça va être, sélectionner ces produits pour qu'ils soient non transformés, bio, les plus locaux possible. Et ensuite, essayer au maximum d'enlever des produits qui, même s'ils répondent à ces critères-là, n'ont pas d'apport ou en tout cas ont plus d'inconvénients que d'intérêts pour nous. C'est le cas d'après ce que nous on peut estimer et ce qu'on a pu observer des céréales par exemple, qui vont t'apporter énormément de glucides avec des taux des augmentations de glucidiques énormes, glycémiques énormes et pour au final pas avoir un intérêt particulier parce que je pourrais trouver un intérêt pour avoir mes glucides ailleurs et sans avoir ces pics qui vont d'insuline qui vont augmenter et puis il y a des céréales sans gluten mais la plupart en ont puisqu'elles sont maintenant ultra transformées. Donc par exemple les céréales c'est une des choses qu'on évite au maximum. Voilà. Même si on peut les trouver en bio, même si l'agriculteur à côté de chez nous il peut en faire, ça on va l'éviter. Voilà, par exemple. Donc, c'est cette philosophie-là, c'est de se dire qu'est-ce qu'aurait mangé un chasseur-cueilleur moderne ? Qu'est-ce que pourrait manger un chasseur-cueilleur moderne ? Et par exemple, le sarrasin ou le quinoa, je pense pas qu'il y a un gros impact sur sur la charge glycémique. Donc, du coup, ça pourrait correspondre à une philosophie paléo, malgré le fait que ce soit un céréale. Tout à fait. C'est le sarrasin, par exemple, fait partie de l'alimentation que nous on utilise. Le quinoa moins, même quand bien même on en fait un tout petit peu, alors que le sarrasin on en a beaucoup, parce qu'effectivement on y trouve des intérêts. L'indice glycémique est tout à fait modéré, le gluten également, voire pas du tout. Donc voilà. Et puis ça c'est quelque chose dont on va pouvoir se satisfaire. On va y trouver des intérêts avec des inconvénients minimes, voire inexistants. Ok, ça nous va. D'ailleurs, c'est assez marrant quand tu compares les flocons d'avoine avec des flocons de sarrasin. Les flocons d'avoine, si tu les mets avec du lait, peut-être une demi-heure après, ça va faire une espèce de grosse pâte, etc. Tu vois. Et les flocons de sarrasin, pas du tout. Et moi qui ai mangé des flocons d'avoine pendant un moment et qui me suis passé aux flocons de sarrasin, je me rends compte que je digère 1000 fois mieux les flocons de sarrasin que les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, j'avais vraiment l'impression, après les avoir mangés, d'avoir une brique dans l'estomac. Et en fait, tu peux faire l'expérience dans un bol, simplement en les laissant un petit peu, et tu vois le résultat, ça fait une brique, tout simplement, quoi. Voilà, et tu parlais des intérêts, tout à l'heure. Qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Nous, personnellement, ça nous a apporté énormément. C'est-à-dire que en termes d'énergie, en termes de concentration, en termes de bien-être physique, à partir du moment où on a décidé de se nourrir comme ça, on a vraiment ressenti sur le sommeil également des bienfaits mais incroyables, le jour et la nuit, quoi. Vraiment, c'est clair et net, y compris pour le sport. C'est-à-dire que pour la performance,
je fais beaucoup de sport. J'ai vu une différence claire et nette. Les coups de pompe en plein match, la difficulté à me régénérer pour le match suivant, tout ça, ça a été réduit drastiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je récupère beaucoup mieux. J'ai pas de phase down pendant le match, pendant l'exercice. Donc moi, j'y vois que des intérêts. Et en termes de concentration, de créativité, de bien-être avec les gens, c'est vraiment, ça a fait une différence fondamentale. Je sais pas si c'est le cas pour tous les gens qui décident de se nourrir autrement, mais nous, ça a été fantastique, quoi. Bah après, c'est difficile de savoir si ça vient vraiment du régime paléo ou si ça, parce qu'en fait, il englobe plein de choses. Donc déjà, rien qu'en arrêtant de manger tous les produits transformés, fatalement, t'améliores quasiment tous les facteurs de ta physiologie. Ensuite, le fait de beaucoup moins manger de sucre, parce que forcément, si tu manges paléo, il y a beaucoup moins de glucides. Le fait de moins de manger de sucre, de plus avoir ces pics de glycémie, etc. Eh ben, t'effaces une partie des coups de pompe de l'après-midi. Donc, tu vois, enfin, peut-être qu'avec un régime beaucoup plus naturel, même sans être forcément paléo, t'aurais eu potentiellement les mêmes bénéfices. Mais ce qui est vachement important, justement, dans le paléo, c'est justement cette idée de pas de produits transformés, des produits les plus naturels possible, locaux, bio, de saison, et puis un minimum de sucre. Le sucre, de toute façon. Tout à fait. Et je rajouterais deux choses. C'est la première, c'est si possible fait maison, parce que tu sais que quand tu cuisines toi-même, tout un processus se met en place pour commencer à te faire saliver, commencer à te dire attention, tu vas manger, tu vas avoir du carburant qui va arriver dans ton corps. Et donc ça, c'est un processus qui est super important. Tu manges la même chose que tu as préparé ou que tu n'as pas préparé, ça va être différent. Et la seconde chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, paléo, c'est une étiquette. C'est même une étiquette qui nous dessert. Tu vois, nous, on dit paléo, mais tu vois, on parle souvent de cuisine naturelle ou d'alimentation naturelle. Parce que, justement, dans la tête des gens, le paléo, c'est chasser des mammouths et c'est manger cru. Et non, c'est une étiquette et nous, on veut surtout pas être là. Et comme tu l'as dit, nous, dans notre entourage, on a énormément de gens qui vont étape par étape. Ils ont commencé par effectivement supprimer les produits transformés. Et déjà, ils ont gagné peut-être, je sais pas si on regarde par rapport à aux 100% que tu peux gagner, ils ont peut-être déjà gagné 70% rien qu'avec ça. Et puis ils vont grignoter 10% de potentiel supérieur en enlevant les produits qui ont beaucoup de glucides par exemple. Et puis encore 5% avec les céréales, etc. Puis peut-être qu'ils vont se contenter de ça parce que ça va leur suffire, ou le gluten ou autre. Et en fait, c'est ça. C'est comment tu avances vers une alimentation plus naturelle. Nous, on l'a fait un petit peu de manière intense et brutale, parce que c'est jour au lendemain, on a dit, alors qu'on mangeait déjà pas mal, mais on s'est dit, ok, on fait ça strict. Sauf avec cette soupape dont je parlais tout à l'heure, quand on n'est pas chez nous et qu'on n'a pas vraiment le choix et que les gens disent on va faire un resto avec des amis, s'il y a un plat qui correspond à nos critères, génial. S'il correspond pas à nos critères et ou qu'on n'a pas envie ce soir là et qu'on a envie de se faire plaisir en voyant un énorme hamburger, ça va pas nous poser problème, parce que c'est encore une fois une question d'équilibre. Nous, 95% du temps, on fait les choses comme on l'entend et disons bien, entre guillemets. Et les 5%, ça n'aura aucune incidence. Ces 5%-là, ils détruiront pas les 95% qu'on a mis en place par ailleurs. Et c'est notre soupape qui nous fait plaisir. Et c'est aussi ultra important, ça. Et ils vont pas détruire les 95%, mais par contre, le fait d'être trop dogmatique, trop extrême, il pourrait te faire perdre un tas d'interactions sociales qui, elles, sont qualitatives et qui t'apportent aussi et qui valent par elles-mêmes. Donc après, c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire ce switch intellectuel, tu vois, quand t'as l'habitude de bien manger, de voir par exemple une pizza avec plein de fromage, etc. Tu vois, une bonne pâte bien remplie de gluten et tout, et te dire, je la mange et je prends du plaisir à la manger tout en sachant que c'est pas très bon pour mon corps. C'est pas toujours facile d'avoir ce switch intellectuel, mais t'as raison, il faut essayer de garder justement cette adaptabilité aussi, qui te permet de vivre de plus belles expériences sociales et puis effectivement qui auront aucun impact sur le reste de tes efforts. Et d'ailleurs, il y a un autre truc que je trouve intéressant quand tu disais le fait de cuisiner soi-même. C'est vrai que
Tu vois, avant, quand t'allais chasser, justement, ou cueillir des choses, et ben, tu devais fournir un effort physique pour avoir de la nourriture. Et aujourd'hui, on n'a plus du tout ça. Tout est à disposition, à profusion dans les magasins. Et justement, le fait de cuisiner, potentiellement, bah, ça te redonne un petit peu ce mécanisme de dépenser de l'énergie pour en avoir plus après, quoi. Ouais, tout à fait. Et tu peux, à moindre échelle, mais tout à l'heure, on parlait des op moves, des movement snacks, etc. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire, voilà, encore une fois, tu as des gens pour qui c'est plus simple, etc. Mais quand toi, tu vas choisir, même si ça reste pas forcément directement dans le jardin du maraîcher à côté, etc., ou du producteur à côté, que c'est dans un magasin bio ou autre, mais tu vas choisir toi-même. Tu vas dire, ah ben tiens, je vais choisir cette patate douce et puis cette patate et ce poireau-là plutôt qu'un autre. Rien que là, tu es déjà à moindre échelle, hein, on s'entend bien, mais tu t'as déjà un peu plus ça que si tu as fait ta commande sur ton téléphone et que tu as un truc qui arrive tout fait. Alors, c'est déjà, voilà, chacun met le curseur où il peut, mais c'est des petits trucs pour aller encore un petit peu plus loin quand tu n'as pas pour vocation de redevenir un vrai chasseur-cueilleur qui se nourrit par lui-même avec ce qu'il va trouver dans la nature et en chassant, quoi. Autre option, c'est de faire un potager dans ton jardin. Et ça, c'est génial parce qu'en plus, tu as le plaisir de voir tes fruits et tes légumes mûrir, grossir, rougir. Et tu vois, tu leur as mis toute une charge émotionnelle, d'amour, etc. Tu as eu hâte, tu as été impatient de pouvoir les cueillir pour les manger. Et ensuite, quand tu les cueilles, il y a aussi une dimension sociale parce que du coup, tu vas être content de les faire goûter à quelqu'un d'autre. Donc, tu vois, tu as aussi cette logique de partage. Et je trouve que c'est merveilleux. Après, j'idéalise peut-être un peu le potager étant donné que j'en ai pas. Si j'ai un carré potager dans mon jardin où j'ai quelques fraises et quelques trucs comme ça, mais pas autant que je voudrais. Mais j'adorerais être comme je le disais un peu tout à l'heure, être autonome sur le plan alimentaire avec un potager, 2-3 arbres fruitiers, un noyer pour avoir des noix, etc. Pêcher un petit peu pour avoir un peu de poisson, chasser pour avoir un petit peu de viande, parce que je suis pas hyper en phase avec la façon dont sont élevés ou abattus les animaux, et même les élevages, je trouve, qui sont assez vertueux. Bah, t'as toujours le problème de l'abattage où ils sont, tu vois, t'as la vache, elles se suivent les unes derrière les autres, ça veut dire qu'elle voit celle de devant se faire tuer. Moi, ça me pose un problème psychologique, tu vois. Et mon beau-père étant chasseur, lui, tu vois, il chasse des vieilles bêtes qui ont vécu toute leur vie en liberté dans la nature, qui ont vraiment profité de leur vie, tu vois, et elles se rendent pas compte qu'elles se font tuer quand elles se font tuer, donc elles ont même pas ce stress avant de mourir. Et ça, c'est vraiment mon idéal d'un point de vue alimentaire. Et en plus, je me dis, du coup, t'as cette connexion à la nature, t'as aussi le fait de justement dépenser de l'énergie pour avoir de la viande, et puis ça t'auto-régule aussi, puisque les jours où t'as pas de viande, c'est pas grave, t'en manges pas, et comme ça, t'as une consommation qui est variée par nature, parce que t'as pas tout le temps d'aller pêcher ou d'aller chasser, et donc ces jours-là, tu vas plutôt te concentrer sur les noix et les baies et tout que t'auras dans ton jardin. Donc je trouve ça assez chouette. J'aimerais revenir, tiens, je voulais notamment parler des protéines dans le régime paléo. Il y a pas mal de protéines animales, même quasiment à 100% des protéines animales. Oui, après, tu peux en trouver toujours un petit peu dans les autres aliments, mais c'est vrai qu'on utilise les protéines animales. Mais contrairement à ce qu'on pense, on a très peu, par exemple, la viande et le poisson, c'est loin d'être la majorité de l'assiette. Par contre, on consomme beaucoup d'œufs. Les œufs, les œufs, j'adore ça aussi. on en consomme beaucoup. La viande, le poisson, on est beaucoup plus raisonné de ce côté-là pour deux raisons. C'est déjà la viande. Si on reprend un peu notre modèle du chasseur-cueilleur, il faut se rendre compte de la dépense, la débauche énergétique pour aller chasser un animal et nourrir toute une tribu, avec cet animal-là. Et la chasse à l'épuisement, c'était faramineux, quoi, l'énergie qu'il fallait, les risques qu'on prenait pour pouvoir aller récupérer la viande. Donc, déjà, il y a cet aspect-là, c'est que alors, on veut essayer de se calquer un peu sur ça, toujours en disant, tiens, qu'est-ce qu'un chasseur-cueilleur moderne pourrait faire pour se rapprocher un peu du chasseur-cueilleur ancestral. Et puis la deuxième, c'est qu'effectivement, un peu comme tu disais, on n'est pas très en phase non plus, même si nous on met un soin tout particulier à choisir ce qui existe de mieux en termes de viande actuellement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on limite cet aspect-là dans notre façon de manger nous et de proposer des plats au restaurant. On essaye vraiment de
de limiter la viande, mais contrairement, voilà, les gens pensent, il y a les deux cas. Les gens pensent que soit c'est un régime carnivore à fond, soit c'est un régime végétarien. Non, c'est au milieu de ça. C'est raisonné en termes de viande, mais en même temps, voilà, on a quand même effectivement aussi beaucoup de légumes à côté. C'est un équilibre à trouver. Et je sais que, par exemple, les gens qui font beaucoup de musculation, des grosses dépenses énergétiques, notamment avec des épreuves de force, ils vont avoir un régime plus élevé sur les protéines et ils vont en trouver aussi beaucoup plus dans la viande. Et d'autres vont en avoir besoin de moins et vont plus augmenter le curseur côté végétaux. À chacun de trouver son équilibre là-dessus. Et comment est-ce que tu sélectionnes justement des filières de qualité qui peuvent être plus vertueuses autant en termes de bien-être animal que de nourriture qui lui aura été donnée, de dépenses énergétiques, etc. C'est un énorme travail d'investigation, c'est-à-dire qu'on on se renseigne, on explore, on cherche la moindre piste, on va voir sur place, on check si c'est du marketing ou si c'est la réalité des choses. Et effectivement, ça reste des mètres qui sont élevés dans le but de nourrir des gens. Mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux que ça. Voilà. Mais effectivement, les animaux qu'on va sélectionner, enfin la viande des animaux qu'on va sélectionner est nourrie à l'herbe. Okay, il y a pas, ou pareil pour les œufs. Si on donne des œufs ou qu'on consomme de la viande qui a été nourrie, même bio, mais qui a été nourrie avec des tonnes de céréales, nous on va retrouver quoi? De la viande nourrie aux céréales pour se mettre dans notre carburant à nous, pour utiliser comme carburant pour nous. Ça fait pas sens. Donc on essaye de se rapprocher au plus de ça. Donc, et pour le coup, c'est clair et net, ce sont des produits qui sont nourris uniquement à l'herbe. Voilà. En pleine nature, avec des grandes étendues pour qu'ils soient le plus libre possible. Et la partie qui est moins plaisante, mais quand elles sont abattues, elles sont amenées une par une à l'abattoir, avec la personne qui les a élevées reste avec elles voilà, pendant que ça se produit. Et voilà, pour éviter qu'elles soient, comme tu disais, stressées, qu'elles se voient mourir d'avance. Encore une fois, c'est une solution qui est imparfaite, on en a pleinement conscience et on cherche toujours à s'améliorer, donc on verra ce que nous réserve l'avenir à ce niveau-là, mais on n'est pas prêt à ne plus en manger et en revanche, voilà, c'est notre façon de faire du mieux qu'on peut à l'heure actuelle. C'est déjà beaucoup et je connaissais pas cette technique justement d'emmener. Enfin, je savais pas que les éleveurs parfois emmenaient eux-mêmes leurs animaux. Tu me disais qu'ils leur mettaient de la musique en plus, etc. J'ai trouvé que c'était super chouette et d'ailleurs, je voulais prendre les coordonnées de ton éleveur. Toujours sur le paléo, histoire de se figurer un petit peu mieux à quoi peuvent ressembler une journée paléo. Qu'est-ce que tu manges à peu près sur une journée, toi étant sportif du coup avec une grosse dépense, etc. Sur une journée, t'as pas besoin de me donner le détail de toutes tes assiettes, mais donne-moi quelques aliments classiques que t'as l'habitude de manger et qui te permettent d'adresser les différents macros qui sont importants, les lipides, les glucides et les protéines. Déjà, je déjeune pas le matin. Tu fais du jeûne intermittent ? Ouais, alors je faisais ça avant de savoir. Sans donner un nom. Voilà, sans savoir que c'était ça à la base, le fasting, etc. Juste, j'ai jamais été performant quand je déjeunais le matin. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je le faisais pas, j'étais capable d'être beaucoup plus performant. Tu t'entraînes à jeun du coup ? Oui, je m'entraîne à jeun. Enfin, le matin, toute la partie matinale. Oui, après, quand je m'entraîne l'après-midi, j'ai mangé le midi. Donc, ouais. Voilà. Donc, le matin, bon, c'est à peu près réglé de ce côté-là. Le midi, j'aime bien consommer donc des œufs ou du poisson, style des petits poissons gras, tu sais, les maquereaux, les sardines, etc. J'aime, quand on en a, aussi consommer des aliments comme les avocats, avec beaucoup de lipides. J'aime vraiment manger avec beaucoup de lipides et j'aime beaucoup tout ce qui est légumes type brocoli, épinards. C'est vraiment tous ces légumes verts que j'affectionne tout particulièrement. Quand j'ai besoin d'un petit peu plus d'énergie, on va dire sur le moment, je vais privilégier les pommes de terre ou les carottes, ce genre d'aliments-là. Et mes assiettes, donc on parlait tout à l'heure un peu en off aussi, maintenant, alors qu'on en mangeait plus du tout, mais tout ce qui va être riz noir, ces variétés de riz
riz noir, riz rouge par exemple, en assez petite quantité. Et puis tout ce qui est encas, on parlait des encas de mouvement tout à l'heure, des up move, etc. J'aime manger des amandes, de ce type d'oléagineux là, quelques noix de cajou si on a. Et le soir, il faudrait que j'arrive à manger un petit peu moins. Ça serait idéal pour mieux dormir, etc. Mais c'est vrai que le soir, j'ai tendance à beaucoup manger parce que la dépense énergétique de la journée le réclame un petit peu. Et si je mange trop le midi pour compenser, j'arrive plus à bouger. Donc c'est un peu la difficulté qu'il peut y avoir quand je fais vraiment des grosses journées intensives. Mais je mange plus ou moins la même chose. J'essaye de réduire un petit peu les quantités et tout ce qui va être protéines. Je vais en manger un petit peu moins. Et dans l'idéal, j'aimerais, si un jour j'arrive à manger plus le matin et plus du tout le soir. Enfin, à peu près la même chose si tu veux en termes tu vois, ça serait la même chose si on parlait de jeûne intermittent. Si je mangeais le matin, le midi et pas le soir, j'aurais les mêmes intervalles de temps sans manger. Mais j'aimerais le faire. Mais c'est vrai que chaque fois que j'essaye, ça me correspond pas vraiment. Donc voilà, j'essaie de fonctionner à peu près comme ça. Ouais, après, je pense qu'on a chacun aussi un chronotype qui est assez spécifique et qui est pas forcément, il faut pas aller contre sa nature, on en parlait tout à l'heure. Je pense que c'est important de tester plein d'outils pour comprendre ceux qui vont être le plus efficaces pour nous, tout en étant conscient que on est chacun unique, que notre génétique est unique et que certes, il y a des consensus, etc., mais il faudra toujours qu'ils soient adaptés au terrain génétique et personnel. Ouais, non, c'est intéressant. D'ailleurs, les riz noirs, riz rouge, je le savais pas, mais donc tu disais que c'était des variétés de riz qui étaient potentiellement beaucoup plus anciennes, moins transformées, plus sauvages. Donc voilà, avec des indices glycémiques par exemple qui sont moindres par rapport au riz blanc. Au riz blanc qu'on connaît tous, mais tu viens de dire quelque chose de primordial pour moi. Tu parlais du terrain, de la génétique, et c'est vrai qu'on parle d'évolution depuis tout à l'heure, mais il y a toujours des disparités chez n'importe quelle espèce qui va évoluer. Il y a des disparités entre chaque individu, et c'est pour ça que certains disent oui, moi le gluten, j'en ai pas, je m'en fiche d'en manger, ça me fait rien. Et potentiellement, c'est possible. Il y a des gens qui vont dire « Ah mais non, mais c'est pour tout le monde, on est tous humains. » Mais c'est possible. Moi, je crois à ça. Et je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup moins sensibles. Je te parlais tout à l'heure des légumineuses. Je pense qu'il y a des gens à qui ça fait rien du tout. Moi, dès que j'en mange, c'est terrible. Donc, j'ai fait choix de pas en manger. Et c'est la même chose pour les mouvements. Des gens qui me disent « Oui, mais je comprends pas. J'arrive à bouger comme ci, comme ça. Le squat profond, tout le monde y arrive, pas moi. » Mais on n'évolue pas tous de la même manière. On a ces disparités, il faut les accepter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les optimiser, qu'il ne faut pas chercher à devenir meilleur, mais il faut aussi accepter ce côté-là. On a nos disparités, il faut faire avec qui on est, notre base. Et après, on essaie d'évoluer du mieux possible. Tout à fait. Et complément alimentaire, pas trop, je suppose ? Moi, j'en prends jamais. Ouais. J'en prends jamais. Je comprends qu'il y en ait qui en prennent. Si ça m'arrive, par exemple, de prendre, je sais pas si tu considères ça comme tel, mais par exemple la spiruline, voilà, ça m'arrive d'en prendre ou la chlorelle. Je sais pas si tu vois aussi. Ouais. Ça, par exemple, je mange beaucoup de petits poissons gras. Et comme dans les petits poissons gras, dans les océans, dans la mer, il y a des métaux, etc. La chlorelle permettrait d'éviter de fixer ces métaux-là. Et donc, voilà, j'en mange en plus. Je sais pas, ça a un goût sympa, donc j'en mange en plus. Mais sinon, non, je me complémente pas. Pour le moment, chaque fois que déjà je me sens bien. Mon ressenti, c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai pas de problème. Tout va bien. Je me suis jamais senti aussi énergique. Et puis quand les rares fois où j'ai dû faire des prises de sang, tout était nickel. Donc bon, j'ai pas de raison d'en changer, quoi. Et j'ai une dernière petite question sur l'alimentation, toujours dans cette logique un peu paléo. Est-ce que tu fais par exemple des bouillons d'os pour essayer d'avoir un peu de glycine, de collagène ? Est-ce que tu essaies de manger des abats ? Tu vois, un petit peu toutes ces parties de la viande qui étaient autrefois consommées par les chasseurs-cueilleurs. Et c'est pour ça que je fais le lien avec les compléments alimentaires, parce que tu vois, par exemple, la glycine, on en trouve beaucoup dans les tissus conjonctifs, etc. Mais comme on n'en mange plus du tout aujourd'hui, le corps, il est capable, c'est un acide aminé semi-essentiel, c'est-à-dire que le corps, il est capable d'en produire tout seul. Mais je crois qu'il en fait dans les 2,5 grammes, quelque chose comme ça, à partir des autres sources de protéines qu'on lui
apporte, alors qu'on aurait besoin de 10 ou 12 grammes par jour. Donc autant dire que naturellement, il est quasiment impossible de couvrir tes besoins en glycine, sauf à manger des bouillons d'os ou justement aller manger un peu plus de tissu conjonctif, etc. Ce qui était le cas justement des chasseurs-cueilleurs qui, quand ils allaient passer 3 jours à essayer de choper un mammouth, ils n'allaient pas en laisser la moitié parce qu'ils trouvaient que cette partie-là était plus belle que l'autre, quoi. Tout à fait. Alors, pour tout ce qui est abat, etc., non pas que j'ai pas, enfin, c'est pas, disons que c'est juste parce que je n'aime vraiment pas ça. Je peux en manger un petit peu, hein, par exemple, je peux manger de l'andouille, etc. Mais tu vois, ça passe. Mais j'aime vraiment pas ça. C'est-à-dire que c'est une des rares choses que j'arrive pas à manger. Certainement aussi parce que j'ai pas été éduqué à en manger. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que moi je mange pas. Par contre, les bouillons d'os, ça arrive que Amélie en fasse, ouais. Mais c'est pareil, c'est pas ultra régulier. Et c'est vrai que tu viens, tu vois, de me donner cette envie d'en faire plus. Après, voilà, quand il y a des os à moelle, tout ça, c'est un vrai plaisir d'en manger. Mais c'est vrai que sinon, non. Par contre, c'est vrai que tout ce que tu as dit est parfaitement juste. Je pense, c'est qu'il faut, enfin, si on peut et qu'on aime ça, faut vraiment pas s'en priver. Les os à moelle, ouais, c'est délicieux. Et alors moi, j'ai 3 carcasses de poulet là, donc je m'achète des poulets entiers. Avant, j'achetais des blancs de poulet. Maintenant, je m'achète des poulets entiers bio élevés en plein air. Et donc je les fais cuire moi-même, et donc j'ai tout évidemment, donc je mange tout, et donc je récupère la carcasse, je la congèle, et quand j'ai comme ça 3-4 carcasses, je rajoute 2-3 carottes, de l'eau, je fais bouillir ça pendant 12 heures, donc toute la nuit, mais à feu doux, à feu très doux, hein. Et ça me fait un bouillon d'os. En plus, c'est bien meilleur que les cubes bouillons là remplis de sel, etc., qui sont hyper transformés. Et ça permet justement d'avoir de la glycine, du collagène. Donc t'as tout. C'est bon au niveau du goût, et en plus c'est bon pour ta santé. Je sais pas à quel point ça peut être le cas, mais c'est vrai que par exemple Amélie, elle achète pas des blancs de poulet ou des morceaux de bœuf qui sont déjà découpés, etc. Elle a les carcasses. Donc quand elle cuit, la carcasse cuit avec. Donc j'imagine, je sais pas. Hein, sûrement dans la sauce, voilà, etc. Il doit y avoir une petite partie qui va pouvoir être réutilisée et récupérable pour nous. Je sais pas dans quelle proportion et je sais même pas si c'est vrai, mais j'imagine que de tous les cas, ça doit être déjà un peu plus que si, comme tu disais, tu avais que le blanc de poulet et que ta partie de steak juste avec la viande, quoi. Chouette. Écoute, très très intéressant ce petit passage sur l'alimentation paléo. Tu vois, on a parlé de mouvement justement, de paléo, de reconnexion à la nature, d'essayer d'adresser tout ça tout en vivant dans notre monde moderne. L'idée, c'est pas de le rejeter, mais de trouver une voie du milieu qui nous permette d'arrêter d'insulter notre physiologie, tout en vivant avec notre temps, parce que on va pas revenir en arrière. Et puis il y a aussi plein de choses positives. Tu parlais du cinéma tout à l'heure, l'expression artistique, etc. Même la photo, enfin tout ça, c'est des choses merveilleuses. La médecine moderne, malgré les critiques qu'on peut lui opposer, a plein d'avantages aussi. Nous permet de vivre plus vieux et malgré tout en meilleure santé, d'apaiser les douleurs, etc. Enfin bref, donc l'idée c'est vraiment pas de rejeter le monde dans lequel on vit, mais de mieux vivre dedans. Comment est-ce que tu veux essayer de transmettre tout ça à ton fils qui a 17 mois, c'est ça ? C'est ça. Ça m'intéresse particulièrement parce que comme tu le sais, moi aussi j'ai une petite fille de 11 mois et donc je cherche à essayer de lui offrir le meilleur départ dans la vie possible. Forcément, on veut le meilleur pour ses enfants. Donc je suis toujours curieux de connaître les petites astuces de mes invités sur ce sujet. Alors déjà effectivement c'est primordial pour moi comme pour Amélie. Ça, c'est vrai que c'est l'arrivée d'un petit comme ça dans ta vie, c'est fantastique. Et moi, je suis assez guidé par cet esprit d'incarner ce que j'enseigne et de n'enseigner que ce que j'incarne. Donc, je me dis que déjà, il faut que je sois un exemple pour lui. Et Amélie, je dis moi, mais c'est la même chose pour Amélie. C'est que on a vraiment cette envie de lui montrer l'exemple, de pas simplement lui dire il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça. C'est d'en faire quelque chose de naturel pour lui. Au final, oui, c'est normal qu'on marche à 4 pattes, c'est normal qu'on aille tous les week-ends dehors, c'est normal que quand j'ai la possibilité de sauter au-dessus du tronc d'arbre plutôt que de soigneusement faire le tour, je le fasse. Et c'est tout ça qu'on veut lui montrer. Donc l'exemple, hein, déjà, a priori déjà l'exemple. Et puis ensuite, ça fait aussi, ça rapproche aussi de ce que tu venais de dire avant, c'est d'accepter que la vie que je mène moi, qu'on mène nous,
c'est pas exactement la même que celle que lui il va avoir, parce que lui il a donc 28 ans d'écart avec nous. Et donc, les choses auront forcément évolué. Ce qu'il vivra quand il aura 30 ans, l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est presque aujourd'hui, c'est pas les mêmes 30 ans que ceux que moi j'aurais vécu. C'est pas la même époque. Donc, il faudra accepter ça, je pense. Il faudra l'accepter. Et malgré ça, essayer de lui donner un maximum de choses, de lui montrer un maximum de choses, de le laisser évoluer avec un maximum de personnes différentes aussi, qui puissent voir, parce que nous, je parlais d'exemple, mais de lui montrer l'exemple, mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément les exemplaires en tout, alors que peut-être que nos parents le sont plus sur certains aspects de la vie, et son parrain sur autre chose, et ses amis le sont sur autre chose, et les parents de ses amis sur autre chose, et c'est de le laisser vivre le plus d'expériences possible par lui-même, et de le laisser, et simplement d'avoir l'œil le plus bienveillant possible sur lui, et de l'aider, de l'accompagner dans les choix qu'il aura à faire. Je sais pas encore comment je serai, mais je sais que moi j'ai des parents qui sont comme ça, qui sont pas forcément toujours d'accord avec moi, mais qui respectent toujours mes choix, qui essayent de m'accompagner le mieux possible et qui arrivent très bien sur ce chemin-là. Et c'est ça que j'aurais envie de faire avec lui. Et s'il aime ce qu'on lui propose, bah ça sera génial, parce que moi je me vois parfaitement bien, jusqu'à ce que je puisse plus du tout le faire, et j'espère que ce sera le plus tard possible, aller gambader en forêt et sauter au-dessus des trucs comme je disais tout à l'heure, et ramper par terre et m'amuser d'un rien, et trouver de l'amusement et du jeu dès que je pourrai, quoi. Donc c'est vraiment ça que je vais essayer de mettre en place et que je fais déjà en place avec lui. Bon, je joue tout le temps avec lui. Je suis Amélie aussi, on est tout le temps en train de jouer. Quand on joue avec lui, on est au sol, comme je te disais tout à l'heure. On essaie de montrer qu'on s'amuse avec lui, quoi, avec pas grand chose. Pareil sur la nutrition, hein, c'est un petit bébé paléo pour le coup, s'il faut lui mettre une étiquette, hein, il a jamais mangé un produit transformé de sa vie. J'espère qu'on fait le meilleur choix pour lui, et on fera, comme disent souvent les parents, mais on fera des erreurs. Le but, ce sera de les assumer et de les faire. Si on fait des erreurs, il faut qu'elles aient été faites avec bienveillance, quoi. T'essayais déjà d'incorporer autant de jeux dans ta vie avant d'avoir un enfant? C'est comme je te disais tout à l'heure, c'est que c'est une excuse maintenant. J'ai vraiment une excuse. Je peux pas m'en empêcher, en fait. J'ai toujours été joueur, parfois mauvais joueur, mais ça a toujours été. Tout est un jeu pour moi. Je suis chez moi, j'ai une balle. Plutôt que de passer 2 heures devant la télé, je peux passer 2 heures à essayer de toucher un truc sur le mur, parce que je sais pas pourquoi j'ai eu cette obsession qu'avec la balle, il fallait que je touche le mur. Ça a toujours été comme ça. Je me trimballe dans la rue, je vois un trottoir, tiens, jusqu'à où je suis capable de sauter et d'atterrir avec précision sur le trottoir. Une fois, Amélie, elle m'appelle, elle me dit, mais t'es où? Ben, je fais un saut sur le trottoir, désolé, ça fait 2 heures. C'est comme ça. Et ça a toujours été. Et ben, maintenant qu'il est là, j'ai une excuse pour le faire. Et j'espère qu'il me donnera encore plus d'excuses dans l'avenir pour pouvoir m'amuser avec ça. C'est génial, parce qu'en vieillissant, on a tendance à devenir beaucoup plus sérieux, à perdre justement cette capacité à jouer, et puis surtout à vivre l'instant présent et l'émotion, tu vois. On en parlait tout à l'heure, mais les bébés, les enfants, ils vivent vraiment sincèrement l'émotion, le moment présent. Ils sont pas en train de penser à ce qu'ils devront faire après, etc. Ils sont vraiment dans l'instant. Ils ont envie de courir derrière un papillon. Ils vont pas penser aux vêtements qui vont peut-être se salir, au fait qu'il va peut-être trébucher et tomber par terre, ou au fait qu'ils doivent peut-être rentrer chez lui pour s'occuper de sa femme. Non, pardon, mais c'est parce que tu disais tout à l'heure qu'elle t'appelait pour te demander où t'étais, et comme t'étais sur le trottoir. Bon, bref. Et voilà. Et je trouve que c'est vrai qu'on a tendance à perdre ça. Et bon, bah, t'as de la chance, parce que visiblement, toi, ça a l'air d'être naturellement inscrit dans tes gènes. Mais je pense que pour ceux pour qui c'est pas le cas, c'est important d'essayer de s'en souvenir, d'y penser plus souvent. Et tu parlais tout à l'heure aussi de jouer plutôt que de regarder la télé. Avec ma femme, on s'était offert une soirée par semaine où on faisait des jeux. C'était des jeux de société, mais tu vois, c'est pareil, tu vois, à partir d'un certain âge, en tout cas moi, tous ceux que je connaissais ne faisaient plus de jeux de société, et moi j'en faisais plus non plus. Et c'est chouette de jouer à des jeux de société, de retrouver justement ces plaisirs-là, de plus aller se poser devant la télé ou à travailler, ou voilà. Mais tu l'as dit avant, hein, autrement, mais c'est que, si tu veux, on n'arrête pas de jouer parce qu'on devient vieux.
On devient vieux parce qu'on arrête de jouer. Magnifique. Et moi, je pense vraiment comme ça. J'ai toujours pensé comme ça, et c'est ce que j'essaie de transmettre aux gens ici, ce que j'essaie de transmettre aux gens qui m'entourent quand ils ont envie de l'entendre. Et donc à mon fils, ça sera la même chose. Et tu parles des jeux de société, c'est pareil. Nous, on est des gros fanats de jeux de société. Alors, on adore ça. On a des groupes différents d'amis, mais où on s'est vraiment remis dedans. Et les générations après, c'était un peu moins le cas. Et là, je suis content parce que j'ai un frère qui est plus jeune que moi de 3 ans. Je vois qu'il y a une sorte de fossé entre sa génération et la mienne en 3 ans. Ouais. Et je sais que je me suis déjà intéressé à ça, donc ça a une explication sociale, c'est la fin d'une génération et le début d'une autre. Mais je vois qu'eux, ils sont en train de revenir à ça. Et ça, j'adore. Quand on se retrouve avec ses copains et les nôtres, etc., et qu'on peut se faire tous ensemble des grosses parties, c'est stimulant, ça permet c'est socialement stimulant, c'est stimulant intellectuellement parlant, il y a des jeux de stratégie, il y a un potentiel de ce côté-là qui est formidable aussi, et c'est vrai qu'il y en a aussi dans les jeux vidéo, hein, ça développe aussi plein d'autres habilités, mais c'est vrai que le jeu de société, ça nous ramène en enfance parce que c'est vrai qu'on arrête de le faire à un moment. Et y revenir, c'est tellement plaisant. On a une petite armoire de jeux de société à la maison. On essaie d'y aller régulièrement, acheter des jeux et on se régale à les découvrir. On se régale à les pratiquer. On se régale à les montrer aussi à des nouveaux copains. C'est vraiment le truc à chaque fois. C'est « Et toi, t'as joué à quoi ?» On a découvert ce week-end encore de jeux là qui était génial, de stratégie, de créativité. C'est fou, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est vachement intéressant aussi avec les jeux, c'est qu'ils sont souvent très diversifiés. Et tu vois, t'en as qui vont justement plutôt être des jeux de stratégie, donc qui vont faire appel à ta logique. D'autres qui vont plutôt faire appel à ta créativité. D'autres à tes réflexes, à ton sens de l'humour. Enfin, donc tu peux adresser aussi plein de facettes, tu vois, de ton intellect, avec les jeux de société et en plus, tout en créant en plus du lien social. Donc c'est vraiment chouette. Est-ce que tu aurais 3-4 noms de jeux que t'aimes bien à nous conseiller, à nous offrir? Oui, bah alors déjà il y a un jeu qui s'appelle Paléo. On l'a découvert il y a très peu de temps. Déjà les dessins sont formidables. En plus, il est créé par quelqu'un qui est spécialiste de l'époque et tout ça. Donc ça a une véracité. Donc ça rend le jeu encore plus intéressant. Et c'est un jeu coopératif. J'adore. C'est-à-dire que voilà, on joue tous ensemble et on gagne ou on perd tous ensemble. Donc voilà, on adore ça. Après, on aime bien tous les petits jeux style Codename. Comment s'appelle ce jeu aussi, Dixit, les jeux Dream, je sais plus comment il s'appelle celui-là aussi. C'est des jeux où chacun peut, à partir de la même carte, imaginer tout un tas de scénarios et puis essayer de les faire deviner aux gens. Donc c'est là où tu vois comment les gens réfléchissent, quelles sont les facilités de chacun à imaginer des choses très concrètes ou des choses très lointaines. On adore ce genre de jeu-là. On aime. Il y a un petit jeu aussi qu'on a découvert ce week-end, donc je disais, qui s'appelle le Dany, où t'es une sorte de traître dans l'équipe qui doit faire perdre l'équipe sans se faire attraper. Le saboteur, c'est le même principe. Voilà, on aime ces jeux-là. C'est des jeux auxquels on adore jouer. Puis après, il y a les traditionnels risques qui sont un peu plus un peu plus longs et qui me font appel à de la stratégie. Tous ces jeux-là, on adore. Complot aussi. On a découvert Complot cet été. On a fait des parties de Complot. C'était fantastique. Là. Une rando, un complot. C'était génial. Ok, je connais pas Complot, mais en tout cas, Risque, j'y ai passé quelques nuits. Ouais, aussi. Ouais, carrément. Écoute, super. Je pense qu'on l'a déjà pas mal évoqué, tu vois, au cours de ce podcast, mais est-ce qu'il y a d'autres petits hacks, d'autres petits outils que toi, tu utilises personnellement pour te sentir plus en forme, plus énergique? T'as dit que tu t'étais jamais senti aussi bien qu'aujourd'hui. C'est un sentiment que je partage, mais justement parce que j'ai un tas de routines qui m'aident à être au top de ma forme et même d'un point de vue intellectuel, bien aligner mon corps et mon esprit. Est-ce qu'il y a d'autres petits trucs, petites astuces, petits outils que tu aimerais partager avec nous? Oui, alors par exemple, tu vois, moi au contraire, j'ai du mal avec les routines parce que j'arrive pas à m'y astreindre. C'est vrai, mais après c'est aussi parce que j'ai une sorte de chance, c'est que j'ai ce métier qui me permet de le faire, tu vois. C'est facile pour moi j'anime une séance, mais il suffit que je fasse et que je montre. C'est une routine, je vais faire des déplacements au sol en même temps que je le montre. Donc tout ce côté-là est facile. J'ai de la chance, j'ai un restaurant et j'ai une chef à la
maison qui cuisine divinement bien, donc c'est je confirme, c'est délicieux. Merci c'est sympa. Et du coup tout ça, cet aspect-là est facile, mais vraiment quelque chose enfin deux petits outils, voilà, que j'utilise un peu plus comme des routines. Par exemple, j'essaye de toujours tout transformer en positif. Voilà, c'est quelque chose que je faisais pas du tout. J'avais toujours tendance pendant ma jeunesse, à dire, mais si je suis toujours assez jeune, mais j'avais toujours tendance à voir le côté négatif, à voir, ouais, mais c'était pas parfait. Voilà. Et en fait, je m'enfermais là-dedans et j'étais finalement pas aussi heureux que je pouvais l'être. Donc maintenant, j'essaye toujours de trouver quel est l'aspect positif à ce que j'ai fait. C'est arrivé, ça arrive, j'ai fait comme ça, ici, il s'est passé ça. Ok, c'est pas plaisant forcément pour tout, mais qu'est-ce que ça va m'apporter quand même? Et ça, c'est devenu maintenant instinctif de le faire. Ça me change la vie. Par exemple, voilà, c'est quelque chose qui est devenu presque comment on appelle ça, un toc, un tic, tu sais. Je peux pas m'en empêcher. Il arrive quelque chose. Comment je le transforme en positif? Après, autre chose qui me sert beaucoup, c'est que j'essaye, dès que j'ai du temps, dès que je pense à quelque chose, je me dis, tiens, comment est-ce que je serais capable de vendre ça? Alors, pas le vendre, non, comment dire, avec le côté pécunier derrière, hein, mais comment est-ce que je serais capable d'en parler de la manière la plus valorisante possible? Et ça, je passe ma vie à faire ça. Je suis assis tout à l'heure ou debout dans le tram ou n'importe quoi, je regarde, tiens, la paire de chaussures du gars là, je m'en fous, c'est une paire de chaussures, on n'a rien à carrer, mais comment est-ce que je peux valoriser ça? Ça rapporte un petit peu à ce que je disais avant, hein, au fait de tourner en positif, mais c'est un petit, voilà, quelque chose avec lequel je m'amuse beaucoup. Et je suis aussi en permanence à la recherche de je fais un état des lieux, voilà, comment je suis aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'ai envie d'aller voir plus tard? Et je crois que tu as fait un podcast là-dessus, hein, les listes de choses qu'on va faire. Je note pas forcément sur papier. Avec Maxime, effectivement. Voilà, mais j'ai ça en tête en permanence. Voilà, à quoi va... Voilà, que je suis dans le moment présent, hein, mais tiens, comment je pourrais améliorer ça? Comment est-ce que je vais pouvoir devenir une meilleure version? Comment je vais pouvoir améliorer ma salle? Comment, dans 5 ans, je vais pouvoir améliorer la situation dans laquelle je serai? Et donc, sur plusieurs critères. Hein. Mais c'est des petits outils que j'aime, que j'utilise régulièrement. Ouais. Il y a quelques rêves que tu as en tête que tu aimerais nous partager? Ouais, alors déjà, j'aurais ce rêve de pouvoir me retrouver proche de la nature, comme je te disais, de pouvoir faire plus ou moins ce que je fais aujourd'hui, mais d'accueillir des gens dans un milieu qui serait vraiment 100% naturel, avec l'idée de les plonger pleinement dans l'idée que j'ai eue à la base. Et donc ça peut être un rêve, hein, c'est un rêve carrière, on peut dire. Après, c'est vrai aussi que j'aimerais tenter des sommets. Par exemple, c'est un truc mais des gros sommets, quoi. Hein, tu vois, on parle souvent des sommets 5, 6 000, 7 000, etc. J'aimerais. C'est quelque chose qui me passionnerait. J'aimerais me mettre à la voile, à la navigation à voile. J'en ai jamais fait. Et c'est quelque chose qui me passionne, donc j'aimerais faire ça aussi. Et de manière générale, je vis une vie qui me plaît beaucoup, mais c'est vrai que tous ces exploits un petit peu physiques, sportifs, sont des choses qui me plairaient beaucoup. J'aimerais aussi me voir combien de temps je suis capable de me débrouiller, ou plutôt me donner un temps et me dire, je me débrouille. Tu sais, on évoquait ça un peu en off tout à l'heure. Je me débrouille avec rien, je pars avec un couteau et un briquet. Combien de temps je suis capable de vivre, et qu'est-ce que ça m'apporterait de vivre ça en étant juste moi et moi-même. Je sais que la famille me manquerait énormément, mais comment je réagirais à ça? Essayer d'aller explorer cette facette-là aussi. On parle du social depuis tout à l'heure, et qu'est-ce qui se passe si je suis tout seul? Comment je vais réagir? J'aimerais aussi découvrir ça. Et voilà, globalement, ces rêves-là sont ceux qui me touchent actuellement. Ouais. C'est marrant concernant la navigation. Moi, j'ai fait de la voile quand j'étais jeune en Bretagne, lorsque j'habitais en Bretagne, et je caressais l'envie là il y a quelques années de faire la mini transat. C'est une traversée de l'Atlantique en solitaire sur un bateau de 6,50 m. Et j'étais à fond dedans. J'avais vraiment envie de le faire, mais en réalité, je faisais pas beaucoup de voile. Tu vois, j'avais pas un gros niveau, et donc j'ai commencé à en faire un petit peu, à me faire avec un bateau là ici. Puis je me suis aperçu que c'était quand même beaucoup d'engagement, beaucoup d'investissement, et que c'était difficile de concilier ce projet-là avec mon travail.
Du coup, je ferai peut-être quelque chose d'un petit peu plus accessible. Quand même une traversée de l'Atlantique, mais peut-être pas tout seul. Mais en tout cas, c'est très chouette, je trouve, de façon générale, de se confronter un petit peu aux éléments. Tu vois, c'est un peu ça qui ressort dans tes différents rêves et que je partage aussi. La montagne, l'océan, la nature. C'est vraiment essayer de se reconnecter à l'élément dans sa nature la plus pure, tu vois, et je pense qu'on en revient un petit peu, c'est un peu la conclusion de toute notre discussion, mais on est un peu tellement déconnecté de ça qu'on a un besoin d'aventure, de partir à la confrontation du vivant, de l'organique, du minéral comme ça, et en rajoutant évidemment une dimension sportive, peut-être un petit peu portée par notre ego aussi. Et il y a un autre sujet que je trouvais intéressant quand t'as parlé là de cette idée d'aller faire de la survie dans la nature, outre le fait de voir comment tu peux survivre, c'est aussi la question d'isolement, du fait de se retrouver seul. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe plus du tout dans nos vies. On est des animaux sociaux, c'est sûr. On passe nos journées au bureau avec notre famille, etc. Mais même, ne serait-ce que parce qu'on a un téléphone et que déconnecter son téléphone pendant un jour ou deux, eh ben, ça risque d'inquiéter tout le monde parce que plus personne n'est habitué à ça. Ça t'arrive jamais de te retrouver réellement tout seul, déconnecté du monde. Même quand tu pars en rando, ta femme, elle va te demander de prendre ton téléphone avec toi au cas où il t'arrive quelque chose, d'envoyer un petit message le soir pour dire que tu vas bien. Et donc, tu perds vraiment cette capacité de retrouver tout seul avec toi-même. Alors peut-être qu'une autre façon de l'adresser et de le faire, qui est moins dans la physicalité, c'est les retraites Vipassana où pendant 10 jours, 12 jours, t'as plus rien, t'es dépouillé de tout, tu laisses ton téléphone, tu fais pas de sport, tu fais rien en fait. Alors certes, t'es avec d'autres gens, mais étant donné que tu parles pas et que t'es en train de méditer toute la journée, bah, je pense que c'est un sacré voyage intérieur et ça doit être très intéressant à cet égard comme expérience. Mais j'aimerais moi aussi me retrouver justement dans la nature un peu en mode survie et vraiment dans cette solitude, peut-être en prenant quand même un téléphone au cas où, mais en le laissant éteint, tu vois, et en l'allumant que si je suis vraiment grave dans la merde. Ouais, c'est tout à fait ça. Bah, tu vois, il y a en 2017, on est parti avec mon frère, deux de ses copains et mon ami d'enfance. On est parti faire un petit road trip à travers l'Europe de l'Est, enfin, partie des Vosges, donc par chez nous, la Suisse, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, voilà. Et c'était un heureux hasard, mais j'avais plus de téléphone. C'est-à-dire que, tu sais, j'avais changé, machin, j'avais pas de téléphone. C'était incroyable, c'était génial d'avoir ce moment-là et ça me manquait pas du tout. C'est-à-dire que ça m'a pas manqué un instant. Et pour autant, c'est pour ça que ça me fait penser à ça parce que tu l'as évoqué tout à l'heure. Je rentre chez moi, donc ici j'ai 20 minutes pour rentrer chez moi. Je suis en permanence, je vais forcément composer le numéro de ma mère, de mon père, de ma tante, de mon frère et je vais appeler. C'est comme ça. Ça va être presque un réflexe, tu vois. J'appelle, alors, parce que déjà, j'ai envie de savoir comment ils vont. Mais ça se trouve, je les aurais eu le matin au téléphone, je vais les rappeler l'après-midi. Et je me rends compte qu'on a voilà, j'en suis pleinement conscient. Et je me dis que peut-être que si, avec une expérience comme celle que tu évoquais avant, là, de vraiment dépouillement, etc., et d'être tout seul, peut-être que ça évoluerait un peu. Peut-être que je pourrais continuer à appeler, mais plus pour le plaisir et avoir les nouvelles que le réflexe. Je suis très content de les avoir au téléphone, mais je sais que c'est un réflexe et des fois on va papoter pour rien dire, juste alors ça peut être un plaisir, mais des fois je sens aussi que t'appelles et tu vois, j'ai appelé, lui il répond pas, j'en appelle un autre, il répond pas, j'appelle un autre, il répond pas, frustrant. Alors que au final, je veux dire, je sais qu'ils vont bien, je les ai eu au téléphone il y a soit la veille, soit le matin. Voilà. Donc c'est quelque chose je serais vraiment intéressé, et on parlait d'exploration, j'aimerais aller explorer cette facette-là de la solitude, là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis typiquement ce genre de personne qui répond jamais au téléphone et qui appelle que quand ça m'arrange. C'est pas très sympa pour les autres, mais ouais, j'ai justement, moi, tu vois, tu disais tout à l'heure que t'avais pas beaucoup de routine. Moi, au contraire, ma vie, elle est très organisée parce que sans ça, j'arrive pas à faire tout ce que j'ai envie de faire. Et en plus, c'est une charge mentale en moins que justement que tout soit organisé. Comme ça, j'ai pas à y réfléchir, pas besoin d'y penser, et j'ai le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire parce que j'ai une vie de papa, d'entrepreneur, de entre guillemets sportif du dimanche, on va dire. J'ai envie de prendre soin de mon corps, etc. Et puis je m'intéresse aussi beaucoup derrière à la physiologie. Je fais ce podcast, etc. Enfin, j'adore expérimenter de nouvelles choses. Bref, tout ça pour dire que j'arrive pas à faire rentrer tout ça dans ma vie sans beaucoup de routine. Et d'ailleurs, c'est aussi
un sujet de réflexion et d'évolution où je trouve que du coup j'ai quasiment jamais des temps morts où je peux m'ennuyer, tu vois. Tu parlais tout à l'heure, t'éclater sur ton trottoir. Et ben moi potentiellement, même si je pourrais en avoir l'idée, je me l'autoriserais pas parce que ma vie elle est trop organisée. Et donc je sais que c'est un petit peu extrême. Après, j'aime à penser que en évoluant petit à petit, j'arriverai. Tout à l'heure, tu parlais de ton rêve carrière et tu parlais aussi de ta vie, ton travail qui ne nécessitait pas le fait d'avoir une routine parce que tu pouvais déjà inclure justement toute cette physicalité, etc. dans ton travail. Bah moi, si je peux inclure toute cette exploration du potentiel humain dans mon travail, bah déjà, tu vois, je vais entre guillemets économiser plein de temps qui me permettra peut-être de plus m'ennuyer. Mais bon, après, il y a aussi un terrain génétique personnel qui fait que je suis peut-être à tendance un peu hyperactif et que j'ai du mal à m'autoriser du temps à rien faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien méditer. Parce que quand je médite, je me retrouve un peu au calme, tout seul avec moi-même, tu vois, c'est vraiment un moment où je me recentre sur moi. Et pour autant, j'ai quand même l'impression de faire quelque chose, tu vois. Ouais, et donc, je me l'autorise et c'est des moments qui me font du bien, justement, parce que dans tout ce flot d'énergie, ça me rapporte une bouffée d'oxygène, de calme, de tranquillité. Et ça me fait beaucoup de bien. Et du coup, avec toute cette histoire, j'ai perdu l'endroit où je voulais arriver. Écoute, c'est pas bien grave. Si c'était par rapport au fait que je répondais jamais au téléphone. Bon, c'est pas grave, c'est un détail. Est-ce qu'il y a un livre que tu aimerais m'offrir? À part le nôtre, tu veux dire, celui d'Amélie. Alors je mettrai de toute façon dans l'article lié les différents liens. Donc elle a écrit un livre qui est à côté de moi qui s'appelle Mes recettes sauvages, édition automne-hiver. Donc je suppose qu'il y aura peut-être une édition printemps-été avec des recettes paléo. Alors je sais pas si ce que j'ai mangé ce midi était dans le livre, mais en tout cas si c'est le cas, c'était vraiment délicieux. Et elle fait notamment des sauces avec des purées d'oléagineux, etc. qui sont à se damner. Sinon, à part ce livre-là, pour la blague, oui, il y a un livre moi qui m'a enfin 2 livres, je vais en donner 2, qui m'ont particulièrement, voire même 3. Tiens, allez, allons-y. Allez, soyons fous. Voilà, ça va te coûter cher. Ouais, c'est clair, c'est pas grave. Qui m'ont vraiment, qui m'accompagne encore aujourd'hui. Déjà, il y a le premier, c'est le Guerrier Pacifique. Je sais pas si tu connais. Si, tout à fait. Dan Millman. Ouais. Dan Millman. Ouais. C'est un livre que j'ai offert à plein de gens, du coup, vraiment. Certains pour qui ça n'a rien fait, d'autres pour qui je sais que ça a beaucoup aidé aussi, d'autres pour qui c'est en cours. Moi, en tout cas, c'est un livre qui m'a énormément fait penser à des choses. J'ai énormément de petits mantras qui en sortent. Et quand j'ai une période un peu moins bien ou autre, ou une période bien, justement, je vais me dire, ok, je me souviens pas du livre par cœur, mais toutes ces petits moments clés et où je m'y rapporte souvent. Donc ce livre-là, je l'aime beaucoup. Le second, c'est Latitude Zéro de Mike Horn. Okay, yes. J'ai lu ce bouquin, il venait de sortir. J'étais gamin, hein, j'avais, 12 ans, quelque chose comme ça. Et je me souviens l'avoir pris à la bibliothèque parce que j'aimais bien la couverture. Je connaissais pas Mike Horn. Et ouais, à un moment où je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Ce gars a fait des trucs fous. Parler de voile, par exemple, ça m'a toujours fasciné que le mec se soit lancé sur la traversée de 3 océans. Alors qu'il n'avait jamais navigué. Voilà, en ayant 6 heures de voile sur un lac sur plat. Le lac Léman, ouais. Je trouve ça fou. Et donc voilà, et pareil, ça m'arrive de me dire que comment un mec comme lui penserait dans cette situation-là, comment il verrait les choses, qu'est-ce qu'il mettrait en place pour arriver au bout de ses rêves. Donc voilà, j'aime particulièrement ce livre-là. Et l'autre, je t'en ai parlé aussi tout à l'heure en off, mais c'est le bouquin de Georges Saint-Pierre, combattant de MMA, qui s'appelle Le sens du combat ou La voie du combat, du combattant, je sais plus, qui est génial parce que Georges Saint-Pierre, il est un petit peu l'athlète qui m'a fait entrer dans ce chemin-là. Et savoir que je voulais en faire mon métier, d'aller piocher dans tout ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, il y a d'autres athlètes comme Djokovic, par exemple, le joueur de tennis, qui ont cette facilité-là et cette envie-là d'aller chercher le plus d'outils possible pour augmenter leur potentiel.
Et je trouve ce livre-là super sympa aussi parce qu'il explique comment il en est venu là, ce qu'il a amené, ses échecs, ce qui l'a amené aussi à être la personne qu'il est aujourd'hui, à avoir tous ces succès-là, comment il gère son après-carrière, comment il fait pour être le plus heureux possible, et ouais, comment il continue à aller chercher ses explorations alors que sa carrière de combattant est finie, terminée, et comment il continue en tant qu'être humain. Pas seulement pour la performance sportive, mais à chercher la performance. Et ce gars-là, il a 40 ans, je crois, et il est toujours un athlète formidable, quoi. Je veux dire, il y a peu de gens sur la planète qui ont sa forme à 40 ans. Le gars, il a arrêté de combattre, mais demain, on le remettrait dans un octogone. Je pense que peu de gens, y compris les champions actuels, aimeraient s'y confronter. Donc voilà, trois livres que j'adore, que je relis régulièrement, ou des passages, où j'ouvre une page au hasard et je me dis tiens, ah ouais, c'est vrai, il y avait ça dans ce livre, j'adore. Il y a des choses concrètes que tu as changées dans ta vie après avoir lu La Voix du guerrier pacifique ? Par exemple, tu vois, la routine de tout transformer en positif, ça vient de là. Par exemple, voilà, c'est un outil qui me plaît beaucoup et qui vient de là aussi. Je pense. Bon, c'est même sûr, ça vient de là parce que le mentor, on va dire, Socrate, qui est nommé Socrate, il explique ça à Dan en permanence, quoi. Qu'il y a toujours plein de voix, qu'il y a toujours il y a toujours une façon de voir les choses en positif, il y a toujours un objet, une partie de ce qui s'est passé qu'on va pouvoir transformer et dont on pourra se servir pour être mieux. Et voilà, je pense que cet outil-là vient de là, et voilà, comme je te disais tout à l'heure, je l'apprécie particulièrement. Donc. Et est-ce que tu te fais des massages des os ? Dans un moment, il y a Dan qui se fait un massage des os peut-être pendant plusieurs heures comme ça pour essayer de se régénérer. Je le fais pas, mais par contre les automassages, oui, j'essaie d'y passer beaucoup de temps. Il faudrait que j'en fasse encore plus. Avec des rouleaux, des cannes. Voilà, les rouleaux, les bouts de bois, tout ce que je trouve. Avant, je faisais ça avec des rouleaux à pâtisserie. Enfin, tu vois bien, tout ce que je peux. Tout à l'heure, je l'ai fait avec toi, avec une espèce de petite hachette de combat là. Enfin bon, c'est tout ce qui me permet d'aller un peu, explorer. On est encore dans l'exploration, mais dire tiens, comment réagit mon corps à ça. Puis tu vois là, puis quelques jours, je te disais tout à l'heure, je faisais du rouleau parce que j'ai une petite migraine dans le dos, mais je vais chercher tout ce que je peux pour l'enlever, et les automassages, je sais que ça finit quasi toujours par m'aider, donc j'en fais beaucoup. Ouais, donc tu t'es vraiment rendu compte que ça marchait, quoi. Ah oui, que t'arrivais à enlever tes points de tension, tes petites contractures musculaires, etc. Ouais, c'est pas parfait, hein. C'est loin d'être parfait, mais encore une fois, quand tu te confrontes à autant de variétés contextuelles et de mouvements, tu as forcément des tensions qui vont arriver, et aussi quand tu as de la répétition sur des gestes, hein, c'est la même chose. Donc forcément, c'est pas parfait, mais c'est vrai que ça m'aide. Et au fur et à mesure que je progresse, on va dire dans l'utilisation que j'en fais, dans la connaissance que j'ai de moi-même, je deviens de plus en plus performant. C'est-à-dire qu'avant, il fallait peut-être que je passe une demi-heure sur mon rouleau, alors que là, je vais savoir exactement comment placer ma vertèbre, boum, la remettre si jamais j'ai un truc, ou détendre la petite partie musculaire qui me pose problème, quoi. Oui, parce qu'aussi, à force, c'est aussi une exploration du corps, et donc tu développes une conscience corporelle qui doit être de plus en plus précise, de plus en plus fine, pour essayer de comprendre où tu as des blocages, etc. Et donc tu sais directement où appuyer, où masser, où décoller les fascias pour libérer, quoi. Ça fait, c'est marrant parce que ce que tu dis là, c'est que c'est souvent les gens me disent, mais tu fais tout ça pour être bien, tu dis que c'est un truc de santé, puis tu as toujours une gêne. Alors c'est vrai que déjà, ça me fait rire parce que c'est vrai que c'est marrant comme réflexion et comme paradoxe, mais c'est l'idée de dire effectivement, comme je disais avant, quand tu mets ton corps en jeu, tu vas avoir ça. Mais c'est aussi peut-être que j'ai acquis une bonne conscience, j'espère que j'irai beaucoup plus loin que ça, mais j'ai même une très bonne conscience de ce qui se passe en moi. Et donc je ressens des trucs que la plupart des gens ne ressentent pas, ou alors c'est normal. Moi, je peux pas me satisfaire du fait que ça soit normal. J'ai envie que mon corps il soit parfait. Et donc je vais chercher comment je vais pouvoir améliorer ça. Et c'est juste une histoire de conscience. Je suis certainement plus conscient qu'une majorité des gens et beaucoup moins qu'une autre partie des gens, parce qu'il y a des gens qui sont fantastiques là-dessus. Mais voilà, c'est aussi une histoire de conscience. Et tu parlais de paradoxe.
une autre règle que je tire du guerrier pacifique, c'est qu'il y a 3 règles dans la vie, c'est humour, paradoxe et changement. Et en permanence, quand quelque chose me titille, je me rappelle juste de ça. Et il y a tellement de choses dans le bouquin qui ramènent à cette phrase unique, à cette simplicité suprême là, il y a humour, paradoxe et changement, que ça m'aide souvent. Quand il y a un truc me frustre là, j'ai juste à me rappeler de ça. Et je vais toujours trouver un truc pour me dire, ok, c'est pas grave. Finalement, c'est pas grave. Il y a une citation que j'aime bien, enfin qui n'est pas du tout de ce livre-là, mais par rapport au c'est pas grave, c'est un truc du style donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. C'est très chouette. C'est très chouette, ça parle énormément. Est-ce que tu aurais un prochain invité que tu pourrais me présenter et qui serait intéressant pour parler justement de potentiel humain sur ce podcast? Oui, tu pourrais interviewer. Ou même que tu connais pas d'ailleurs. Hein. Ouais, non, mais tu pourrais interviewer Jérôme Ratoni de MoveNat, qui a une expérience énorme, qui a une façon d'aborder les choses complètement différente de la mienne, parce que lui, il est, mais si tu as l'occasion, tu verras, mais lui, il s'y est mis tard au final, parce que voilà, il était footballeur, etc., avec beaucoup de blessures, et c'est ce qui l'a amené à MoveNat, et aujourd'hui, il est instructeur. Alors, c'est écrit Europe sur son CV, mais comme je lui dis tout le temps, je crois pas que l'Amérique du Sud soit en Europe, et pourtant, tu y es tout le temps pour les stages, mais c'est fou, et qui a une puissance mentale, un aura, un charisme qui sont incroyables aussi, et qui est spécialiste de la méthode MoveNat, et donc qui pourra aussi te donner beaucoup de choses sur ça, et qui a beaucoup à dire, et qui aide aussi beaucoup de gens à travers tous les stages et toute sa façon de transmettre la méthode. Ok, écoute, si tu peux nous mettre en relation, ça serait super chouette. Et puis le deuxième, j'ai noté Georges Saint-Pierre. Dans ce cas, si tu arrives à l'avoir, tu me le rappelles aussi, je me le rappellerai aussi le contact. Je serais assez fou là. Écoute, je dirais que Hugo l'a personnellement invité. Très bien. Écoute, merci. Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Qu'est-ce que tu fais? Où est ton restaurant? Est-ce que la méthode Wolf, elle est disponible pour d'éventuels coachs qui voudraient la développer dans d'autres pays, ou dans d'autres villes déjà pour commencer? Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur tout ça? Du coup, la salle et le complexe d'entraînement sont à Montpellier, gare au sud. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent s'entraîner assez régulièrement. On fait des cours tous les jours, des cours collectifs, des cours individuels. Donc ça, c'est pour le quotidien, on va dire. Après, on a nos nombreux stages donc à travers la France qui sont un peu plus longs et auxquels on peut assister aussi. Ça permet de donner vraiment plein d'outils là aussi pour être les plus autonomes possible. Et enfin, donc depuis quelques mois maintenant, on a la méthodologie Wolf qui a été qui a été approuvée, on va dire, par le FIFPL et donc par les subventions pour les kinésithérapeutes et les gens des métiers de la santé, psychomotes, etc. Donc, on a cette formation-là et pour les coachs aussi. Donc, c'est une méthode c'est une formation qui permet d'utiliser les outils que moi j'utilise ici à la salle. En étant encore une fois les piocher dans tout un tas de disciplines, dans MoveNat, dans le Systema, dans tous les arts martiaux mixtes que je fais, dans l'escalade, dans le parcours, dans les épreuves de force ou les méthodes de force type Strong First, ou les méthodes de respiration type Oxygen Advantage, ou aussi Wim Hof, même si ça j'ai pas encore fait la formation, mais ça m'intéresse, le froid, etc. Donc je vais piocher partout où je peux et je mets tout ça dans une méthode, c'est évolutif et j'essaie de transmettre ça à qui la veut, mais la seule contrainte aujourd'hui, c'est qu'il faut être un professionnel soit de la santé, soit du sport. Merveilleux, c'est un super melting pot, ça donne vachement envie. Et du coup, je suppose que ton animal préféré, c'est le loup? Ouais, on peut dire ça comme ça. J'ai une petite affection particulière pour les singes aussi, tu t'en doutes, mais ouais, le loup effectivement, ça m'a le côté meute, m'a toujours fasciné, la capacité d'adaptation. C'est un des rares animaux qui ont absolument qui n'ont pas changé, qui ont réussi à s'adapter à des années d'évolution, des milliers d'années, des millions d'années d'évolution, et qui prend énormément soin de sa meute et qui se nourrit effectivement aussi qui en tire des bénéfices de cette meute-là. Donc c'est vrai, j'adore. Ouais, pour la partie singe, de toute façon, t'en as un petit à la maison que tu peux observer tous les jours. Tout à fait, c'est ça. Il fait cette partie-là dans ma vie.
Bon, merci Hugo pour cette belle discussion, aussi pour cette découverte de la méthode Wolf et pour ce délicieux repas. Et ben, merci à toi pour cette discussion ultra intéressante. À bientôt. À bientôt. Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.